Bienvenue sur Que du numéro 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état de santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Si je travaille bien, je serai récompensée. Sauf qu'en fait, c'est pas tout le temps vrai. Ton équipe, si produit est produit, à un moment donné, elle va se fatiguer. Comme tu dis, il n'y a pas de quête de sens. L'équipe, elle va se réduire, les gens, ils vont partir. Au final, tu produis plus rien. Ah, c'est foutu. L'humain, c'est ultra complexe. Notre cerveau, il a besoin de reconnaissance. Quand t'as perdu le sens et que tu te sens pas reconnu, des gens qui arrivent à reculons. Si tu donnes pas le sens, t'auras toujours une boîte qui va payer plus. Du coup, ça élimine des personnes qui sous-performent et qui sont pas bien, et c'est encore pire en fait. C'est pourquoi tu fais les choses en allant chercher le toujours plus, mais tu te fais du mal, tu vois, tu le fais un peu contre toi. T'as du sens avec tes objectifs, tes besoins, tu vois. Qui on est, comment on gère notre temps, est-ce qu'on passe à côté de notre vie ou pas potentiellement. Mais c'est pourquoi, et est-ce que tu le fais avec toi ou contre toi. Je pense qu'il y aura encore des entreprises qui vont émerger dans la semaine de 4 jours. Je pense que ça va continuer pour une raison. Bonjour Alban. Salut. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que du numéro 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, justement, j'ai le plaisir de te revoir une deuxième fois dans mon podcast, Alban. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Yes, déjà, merci beaucoup. Je suis trop contente de revenir maintenant en vrai. Oui. C'est trop bien. Donc du coup, de mon côté, j'ai un parcours un petit peu atypique, on va dire. J'ai plein de casquettes différentes et j'adore ça. Du coup, je viens du domaine à la base de l'astrophysique. Et j'ai fait plein de petites choses bizarres dans mon parcours pour aller dans le domaine de l'innovation, puis du coaching agile, petit à petit coaching pro, maintenant l'engagement, et coach professionnel. Donc aujourd'hui, principalement, ce que je fais, c'est ça, c'est accompagner des personnes, pas que des dirigeants en coaching pro, et des équipes et tout ce qui est stratégie d'engagement. Et les conférences qu'on évoquera peut-être après. Voilà. D'accord. Là, vu ton parcours, comment tu as fait justement le pivot en fait ? Parce que tes études, tu n'étais pas destiné à ça. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer en fait ? Même pas du tout. En fait, moi j'ai suivi un rêve d'enfant de base. Après, comme plein d'enfants, je pense, j'aimais bien les étoiles, j'aimais bien les planètes, etc. Et en fait, c'est au collège, donc je sais pas, je devais avoir 13 ans. Il y avait une journée où des parents, des gens qui pouvaient venir présenter leur métier. Et j'avais visiblement rien à faire ce jour-là. Hein. Et c'était pas du tout destiné pour ma classe, c'était pour les troisièmes de base. Et en fait, je regarde la liste, il n'y a rien qui m'intéresse. Et tout en bas de la liste, je vois astrophysique. J'ai jamais entendu ce mot. Je vois astrophysique dedans. Je me dis, voilà. Je regarde sur mon ami Google et je me dis, ça a l'air sympa cette histoire. Et en fait, j'y suis allée et c'était le mari de ma prof d'espagnol qui présentait son métier. Alors, à cette époque-là, il m'a expliqué un peu des trucs sur la gravité et il m'a dit qu'il travaillait sur la naissance des soleils. En première nouvelle, il y a plusieurs soleils, tu vois. Moi, quand j'étais jeune. Et en fait, je suis repartie avec des étoiles dans les yeux, littéralement, et je me suis dit, plus tard, je vais faire ça. Donc, Okay. Est-ce que j'avais conscience à ce moment-là que c'était un bac plus 8 Je ne sais pas. Mais je suis partie avec cette idée et je l'ai gardée super longtemps en fait. Je l'ai gardée, j'étais en club d'astro au lycée et il s'avère que cette personne-là est partie au Chili pendant pas mal d'années et était pote avec la personne qui gérait le club d'astro. Et du coup, j'ai pu visiter virtuellement l'OHP et aussi le VLT avec lui.
l'OHP c'est en France, hein, mais le VLT aussi quand il était au Chili, il nous a montré comment c'est à l'intérieur, etc. Donc trop intéressant. Et je suis allée en prépa et je me souviendrai toujours quand on nous a demandé ce qu'on voulait faire après. Donc tout le monde ingénieur, tout ça. Et moi je fais astrophysique, ils m'ont fait c'est pas du tout ici en fait. Je fais première nouvelle. Et du coup j'ai continué après voilà, dans l'astro. J'ai fait un master de recherche et c'était trop cool. Mais en arrivant à ce niveau-là, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça toute ma vie. J'étais contente, honnêtement, d'avoir suivi mon rêve, mais j'avais conscience que je voulais pas faire ça toute ma vie. Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu autour. Et moi, j'aime bien la sérendipité. Et j'aime bien suivre aussi, en fait, l'intuition. Et il y avait un bâtiment rouge en face de mon labo de recherche. Je me suis dit, c'est quoi ce gros bâtiment rouge? Et c'était l'IAE de Grenoble. Ils avaient un master en innovation et design thinking. Je trouvais ça génial. J'ai postulé et voilà. J'ai découvert un nouveau monde. J'ai trouvé ça trop bien et je regrette pas. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert le métier de coach agile et plus tard le métier de coach pro. Donc à chaque fois, tu vois, j'ai quelque chose qui tilte et je me dis ok, c'est ça qui m'attire, je vais là-bas. Mais qu'est-ce que je ferais comme métier dans 10 ans? Franchement, je sais pas. Moi pareil, hein, quand j'étais à l'école, tu sais, je disais pour faire plaisir, ouais, je vais être développeur, je vais être ingénieur, mais j'ai suivi le flow, tu vois, mais j'avais aucune idée en fait, mais je n'osais pas le dire en fait. Comme toi, j'étais passé par plein de choses, par le sport. Au départ, je pensais aussi être kiné, parce que j'aimais bien le sport, tu vois. Puis je me suis laissé porter par la vie, et puis voilà. Mais en sachant pas ce que je voulais faire, et c'était ok en fait. J'étais en paix avec ça, tu vois. Par contre, vis-à-vis du regard extérieur, j'étais un peu moins à l'aise. Toi, t'étais plus à l'aise justement pour. Je sais pas à quel point c'était vu comme réaliste, Ouais. tu vois, ce que je voulais faire. Mais j'ai vraiment bossé à fond pour ça, parce que par contre, l'astro, franchement, t'as pas de vie sociale. Enfin, en tout cas, moi, j'avais très peu de vie sociale. Hein. Je bossais jusqu'à 1h du mat tous les jours, le week-end inclus. Je pouvais faire 12 heures de travail le week-end. Enfin, quand j'y repense, je sais pas si j'ai encore cette force de travail que ce que j'avais à cette époque-là. Voilà, si, après, c'est sûr que socialement, c'est ultra reconnu. Donc quand tu dis je suis en astrophysique, les gens ils font waouh. Alors que je me souviens vraiment quand je suis devenue coach agile, là, je suis coach agile, les gens ils disaient c'est quoi? Là, tout de suite la différence d'image en fait, de ce que ça reflète. Et je trouve ça intéressant de se poser la question aussi de ce que ça veut dire pour nous en fait, notre travail. Ouais. Faut s'intéresser aux gens et à l'humain. C'est ça. Tu vois, quand moi j'étais développeur pendant 15 ans, ensuite j'ai pivoté, je suis passé Scrum Master, leader d'équipe, donc je m'occupe de l'orga, de la communication et aussi de la conduite du changement. Yes. Donc comment mieux communiquer, comment mieux bosser ensemble. Ensemble, c'est avec les équipes de dev, les équipes tech, mais aussi avec le client, aussi avec le business, aussi avec le marketing, aussi avec le top management. Ça fait un écosystème vraiment énorme en fait. Et donc, il faut s'intéresser aux gens et c'est compliqué au départ, tu vois. Donc moi, j'ai eu de la chance d'être formé, d'être accompagné par des coachs. D'accord, coucou à Johan et Anise. J'ai remercié de m'avoir formé et de m'avoir accompagné. Mais parce que c'est super dur en fait. Parce qu'on t'attend un peu comme l'évangéliste avec le Scrum Guide ou toutes les théories sur les méthodes agiles ou je sais pas, tu vois. Mais dans la réalité du terrain, tu vois, tu peux pas embarquer les gens comme ça directement, tu vois. Tu peux prendre la posture, je vous apprends à travailler, tu vois. Moi, je le fais pas parce que c'est à double tranchant, tu vois. Enfin, les gens, ils sont en place depuis un moment, dans les boîtes, enfin, ils ont leur méthode, ils ont leur point fort, ils étaient là avant toi. Donc, à la limite, tu vois, ils ont pas besoin de toi, au final, tu vois. Donc, si tu arrives en position d'expert, tu leur dis, bon, je vais vous apprendre à travailler. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Donc, oui, en termes de posture. Ouais, en termes de posture. Toi, comment t'as fait justement pour démarrer et ensuite Déjà, je rebondis juste parce que je trouve que l'humain, c'est ultra complexe. Ouais. Si parfois on me demande le lien entre l'astrophysique et ce que je peux faire aujourd'hui, je crois que j'aime bien en fait la complexité. En astro, je trouvais que dès qu'on plongeait dans un sujet, c'était presque sans fin. C'est tellement difficile, tellement complexe en fait que tu peux toujours creuser, tu peux toujours continuer à creuser. Et en fait, dans l'humain, il y a exactement la même chose. Quand tu commences à creuser un peu sur le sujet, tu te rends compte que c'est immense, que tu connais rien et que tu peux toujours aller plus loin. Donc ça, je trouve ça ultra intéressant. Et ensuite, comment j'ai fait? Alors, je pense que j'ai eu d'une part beaucoup de chance, mais je suis aussi allée le chercher.
je pèse un peu cette histoire de chance, mais aussi d'aller chercher les opportunités. C'est que, en fait, quand j'ai vraiment une intuition qui me porte, je me dis, OK, j'ai un objectif, je veux aller là-bas. Comment je fais? Et en général, j'aime bien me donner un peu un laps de temps. Par exemple, quand j'ai voulu devenir coach pro, je me suis dit, bah OK, je me laisse 5 ans pour trouver la bonne école et me lancer dans la formation. Comme ça me permet de me cadrer. Mais ça, c'est ma manière de faire. Et donc, quand j'ai su que je voulais devenir coach agile, je savais bien que j'allais pas l'être tout de suite. J'ai commencé, pareil, avec du change aussi. J'ai d'abord été consultante en conduite du changement. Et en fait, j'ai cherché un mentor. Ça a été mon premier réflexe. Et là, les Agile Tours m'ont énormément aidé. Et le premier que j'ai fait, c'est Agile Grenoble. Voilà, c'est mon Agile Tour de cœur. Et j'étais à Grenoble, accessoirement. Et en fait, c'est ça. J'ai trouvé un mentor qui m'a embarqué aussi directement dans son équipe, chez son client. Et là où j'ai quand même eu de la chance et qu'il y a eu un alignement des planètes, si je peux me permettre, c'est qu'ils avaient besoin de design thinking. En fait, ils allaient lancer une transfo et je leur ai proposé de co-créer le plan de transfo, enfin en tout cas l'image, avec du design thinking. Et ça, pour le coup, j'avais un master dedans. Donc, entre guillemets, j'étais un minimum légitime. Tu peux rappeler c'est quoi le design thinking, vraiment? Ouais, alors, design thinking, tu peux avoir beaucoup de choses, mais c'est quand même une forme de méthodologie. J'aime pas trop le mot parce que tu as tout le mindset qui va avec, mais tu as quand même des étapes qui te permettent de base d'aller être plus proche en fait, des utilisateurs finaux, ou enfin, en tout cas des personnes qui ont une problématique. Donc en fait, tu as toute une partie d'empathie où tu viens te mettre à la place des personnes, tu as plein de manières de faire, ou vraiment, soit en les interrogeant, soit vraiment en faisant les parcours, suivant les sujets. Tu as toute une partie où tu revois ta problématique au vu de tout ça, et tu vas aller faire toute une phase d'idéation, où vraiment, tu as quand même une volonté de base d'avoir de l'innovation dedans, dans le design thinking. Et en fait, tu vas vraiment avoir ce truc d'itérer. D'itérer avec tes commanditaires, si tu en as, sauf si c'est toi-même, plus les utilisateurs finaux. Donc vraiment, t'inclus, c'est un peu user-centric, comme on aime bien le dire. Et tu vas donc packager quelque chose et tu vas tester très vite. Donc en fait, tu as tes étapes de design thinking, mais tu as des boucles tout autour où tu peux revenir. Et à la fin, tu as quand même ton prototypage rapide, que je trouve très bien, parce que justement, tu prototypes, tu testes, tu prototypes, tu testes. Et à la fin, tu as quelque chose de tout packagé et tu vas jusqu'au business model derrière. Donc quand tu as fini toutes tes étapes, tu as vraiment un projet packagé qui est testé par les utilisateurs et où tu sais où tu vas aller derrière. Et tu as 3 piliers dedans que j'aime bien, c'est la faisabilité, la désirabilité et la viabilité dans le temps. Donc c'est les 3 piliers que tu gardes en tête quand tu crées tout ça. Et pour moi, ça fait vraiment... moi j'ai envie de dire que ça fait partie de l'agilité, parce qu'il y a énormément de choses, c'est peut-être un outil parmi d'autres, ou une manière de faire parmi d'autres. Et derrière, tu as aussi, de tout ça est né le design sprint, que tu as peut-être déjà entendu, où là tu le fais en 5 jours, mais c'est quasiment les mêmes étapes, en 5 jours, où ça te permet de tester une idée rapidement, et de savoir est-ce que tu embrayes derrière ou pas. Donc voilà, donc là, eux, ils avaient besoin, je leur ai proposé plutôt, de faire cette démarche avec du design thinking pour vraiment impliquer toutes les personnes dans les équipes, ce qu'ils ont apprécié. Ça m'a permis de pouvoir aller travailler directement avec mon mentor, qui lui m'a formé sur le terrain, et ça c'était génial, parce que je pense que j'ai gagné un temps immense. J'étais directement sur le terrain pour donner les formations, pour coacher avec lui, pour accompagner les équipes. Et honnêtement, c'était dur au début, parce que moi j'ai été sur le terrain tout de suite. Alors j'avais eu la théorie, etc. Ouais. Mais lui, il aimait bien faire ce qu'il appelait les sauts dans le vide. Honnêtement, c'est pas facile. C'est quoi les sauts dans le vide? Les sauts dans le vide, c'est en gros, par exemple, il donne une formation sur Scrum, il la donne une fois devant moi, et après c'est moi. Okay. Et genre, il dit, allez, hop, tu y vas, devant le client, et bon, je sais qu'il est au fond de la salle si j'oublie quelque chose ou quoi, mais quand tu démarres, c'est pas si facile, et puis ça dépend des équipes. Il y a des équipes plus bienveillantes que d'autres. Voilà, donc c'était confrontant, on va dire. Moi j'étais développeur au départ, tu vois, donc moi tout ça, ce monde-là, je connaissais pas, tu vois. Donc je peux comprendre qu'il y a des gens qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font, tu vois, c'est quoi le truc, tu vois. Et moi j'étais aussi introverti, tu vois, donc c'était dur pour moi de prendre la parole avant. Donc des fois, comme tu dis, tu as des équipes,
C'est pas qu'ils sont pas bienveillantes ou pas, tu vois. J'ai vu qu'il y a des gens, ils préfèrent être dans leur coin, ils veulent pas s'exprimer. En réunion, tu connais les réunions avant où t'as le manager ou t'as le leader qui parle pendant 10 minutes, tu vois, et qui donne l'avis des gens, mais les gens ils regardent par terre et disent ok. Et ils osent pas, tu vois, il n'y a pas la sécurité psychologique, tu vois. C'est Donc, ça, c'est ça hyper c'est important. ça qui est dur, tu vois. Mais il y avait ça, et Toi, puis t'arrives à le sentir, ça, justement la sécurité psychologique, moi je trouve qu'on arrive, enfin, moi en tout cas oui, je trouve qu'on le ressent, et il y a des choses qui trompent pas en fait, où tu peux t'en rendre compte. Parce que tu as des choses, en effet, c'est pas facile d'un point de vue individuel, mais tu peux ressentir quand même une forme d'ambiance, où tu vois, hein, en rétro par exemple, tu te rends compte si les personnes sont libres de parler ou pas, même au pause café, parce que tu vois, tu as des environnements différents, donc tu vois un peu ce qui se passe. S'il y a des formes de problématiques, mais personne n'en parle, tu sais, l'éléphant dans la pièce, mais personne ne le voit. Tu vois. Enfin, Ouais. tout le monde le voit, mais personne n'en parle, quoi. Donc, tu as ces choses-là. Et après, là, pour revenir dans ce contexte-là, c'est surtout qu'il y avait un contexte de transformation qui allait arriver. Donc, en effet, c'est pas que les équipes n'étaient pas bienveillantes, c'est qu'il y avait du stress, il y avait de la peur, il y avait un rejet. Donc, peu importe que moi j'arrive toute junior ou pas, ils m'ont pas fait de cadeau, tu vois. Et c'est compréhensible. Je sais très bien que c'était pas contre qui que ce soit. C'était simplement, encore une fois, de l'humain. Mais voilà, j'ai un petit peu démarré dans la douleur quand même sur ce point-là. Mais j'ai Comment t'as appris fait de alors ouf. ce saut dans le vide? Comment tu t'y es pris? Ok, on a compris au départ, faut avoir l'adhésion du groupe. Comment t'as fait justement pour... Mais les 60 j'ai pas eu le choix. Hein. Ouais? Ah non, il m'a juste fait hop. Non, mais toi, ok. Mais après, l'équipe, tu vois, l'équipe que t'as accompagnée, comment ça s'est fait? Hein. Alors il y avait 21 équipes. Ouais. C'était un gros département. Et moi j'en Ouais. ai accompagné, je crois, 8 ou 9. Mhm. Donc ça dépend des équipes. Hein. Enfin, forcément, hein, voilà, il y a des personnes avec qui ça accroche mieux aussi. Et elles n'ont pas les mêmes problématiques. Et elles n'ont pas le même historique aussi. Donc, j'ai essayé de créer de la confiance petit à petit. Moi, j'aime beaucoup l'authenticité et la transparence. Donc, dire les choses. Et après, voilà, bien sûr, il y a des équipes où ça s'est super bien passé et d'autres, elles avaient d'autres problématiques, c'était un peu plus compliqué. Et il y avait aussi le fait que j'étais jeune et que je fais assez jeune aussi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, c'était un peu dur parce qu'ils se sont dit, c'est qui la gamine qui vient là nous donner des formations, nous apprendre la vie, quoi. Et j'entends en fait. Tu Mhm. vois, mais c'était pas facile, ouais, c'était quand même pas facile à vivre. Ouais. Après, on fait ses preuves petit à petit. En fait, tu vois, ils nous testent. Enfin, en gros, oui, l'équipe m'a un peu testé et après, ça s'est fait petit à petit. Je suis quand même restée 3 ans, donc voilà. Ouais, t'as le temps de construire en 3 ans. Ouais, voilà, t'as le temps de construire. Par contre, les 6 premiers mois, ils m'ont bien testé, quoi. C'est normal, tu vois. Enfin, tu débarques, t'as un élément extérieur. À la limite, tu vois, t'es imposé par le top management. Ils se disent qu'est-ce qui se passe? Peut-être on travaille pas assez bien ou ils veulent nous changer un truc, tu vois. Tu sais pas Voilà, ils aussi voulaient tout comment. changer, tu vois. Ah, tu vois, donc tu vois, déjà, c'est pas toi, il y a déjà une réticence au changement parce que. Bon, on va se dire les choses, tu vois. Il y a certains groupes ou certains managers, tu vois, la vision, elle est pas bien transmise, tu vois. Mm. Elle est pas bien transmise pour plusieurs raisons. Moi, j'ai souvent connu des managers où c'était la carapace, en fait. C'était objectif, faut qu'on dépote, faut qu'on ait des grosses ambitions, tu vois. Et par contre, ils parlaient pas des à côté, tu vois. Des à côté ou grosse pression ou des challenges ou des trucs qui ne plaisaient pas, mais il était obligé de pousser. Donc, il le dit pas à l'équipe, tu vois. Et tu sais, il prend la charge mentale pour lui. Et c'est difficile, tu vois. Oui, mais c'est Mm. difficile pour les managers aussi. Mm. Ça, on est d'accord. Il y a les équipes, mais il y a aussi les managers, il y a les dirigeants qui parfois se retrouvent aussi très seuls. Ouais. Et là, ce que j'avais trouvé, alors c'est pas un point positif, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que en termes d'apprentissage, c'est qu'en fait, on sentait qu'il y avait quelque chose qui matchait pas et justement qui freinait cette transformation. Et en fait, ce qu'il y avait derrière, c'est qu'il y avait la confiance qui était coupée. Mais dans les deux sens, ça veut dire que le management et la direction ne faisaient pas confiance aux équipes et les équipes ne faisaient pas confiance au management. Du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé sur recréer ce lien de confiance parce que c'était ultra compliqué. Ils voulaient co-construire, mais en fait, les équipes prenaient du temps justement pour cette co-construction, mais ils disaient oui, mais si on prend du temps, mais qu'au final, le grand chef, il a déjà tout décidé, pourquoi on fait ça? Enfin, pourquoi on met de l'énergie? Et en même temps, tu avais la direction qui se disait ouais, ils vont pas faire les ateliers correctement parce qu'ils s'en fichent, enfin, peu importe les sujets, et du coup, ils vont pas faire de la qualité, donc ça sert à rien.
Donc tu vois, il y avait enfin voilà, c'était brisé au milieu, cette confiance. Et ça, pour recréer ce lien, tu vois, j'ai l'impression qu'il fallait tisser le truc petit à petit. Ça a mis du temps, mais je pense que ça s'est amélioré. Et quand ça s'est amélioré, la sécurité psychologique s'est améliorée, mais l'ambiance aussi. Parce qu'il y avait quand même une ambiance tendue, parce que quand t'es dans la méfiance, tu vois. Et au début, ouais, même les Scrum Masters, ils étaient un peu en souffrance, tu vois. Enfin, ils étaient un peu entre les deux, donc ils se faisaient taper des deux côtés, tu vois. Et petit à petit, tout ça, ça s'est détendu. Et je pense que les équipes étaient c'était quand même plus agréable aussi pour elles à la suite, quoi. Ouais, moi je le dis toujours, hein, les gens ils se lèvent pas pour aller au travail pour faire de la merde en fait. On va se dire les choses. Ils se disent pas, ah bah j'ai pas envie de bosser ou ouais, je vais faire une erreur en prod et puis voilà, tu vois. Il y a toujours un contexte autour, tu vois, qu'il faut essayer de comprendre. Je sais pas, peut-être que la charge de travail elle est irréalisable ou il y a une pression démesurée. Ou moi j'ai connu des missions où c'était en mode, ok, je comprends l'agilité, Scrum, la transparence et tout. Par contre, dans 2 mois, il faut que ça sorte, ça. Tu vois, tu as des objectifs, des paradoxes en fait. Et On puis, te dit, t'as OK, la conduite du changement, OK, les nouvelles méthodes, OK, on se réorganise, OK. Mais après, on revenait à l'ancien monde en fait, avec des objectifs irréalisables ou des objectifs où on n'a pas concerté les gens du terrain en fait. C'est ça la ça, chose. ça, c'est un vrai sujet Mm, qu'on a en France, d'ailleurs, qui est mm, ressorti là, dans des études récemment sur les objectifs chiffrés qui sont de plus en plus grands ouais. et qui poussent un peu les gens à s'épuiser. Mais je pense qu'il y a aussi la notion de sens. Parce qu'en Mm, fait, si tu perds le sens et la reconnaissance, notre cerveau, il a besoin de reconnaissance. mm. Et je suis pas sûre qu'on soit si doué que ça en reconnaissance, tu vois. Et si t'as plus le sens ni la reconnaissance, même si, je suis d'accord avec toi, les gens ils se lèvent pas le matin en disant je vais tout saboter dans la boîte, mais je pense déjà il y a du sabotage sans s'en rendre compte, hein, d'une part, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui arrivent à reculons. Quand tu as perdu le sens et que tu te sens pas reconnu, je pense qu'il y a des personnes qui arrivent à reculons au boulot, quoi. Et c'est super dommage. C'est dommage pour l'humain, pour soi, mais aussi pour l'entreprise. Enfin, en fait, c'est perdant, cette histoire. C'est ça, et on n'a pas parlé d'argent encore. Et des gens, ok, c'est une responsabilité d'avoir un travail pour l'argent, pour satisfaire des besoins. Et bah, tu vois, si la boîte ne correspond pas, tu vois, les gens ils s'en vont. Oui, Les gens s'en vont bah, parce qu'il y aura toujours une boîte qui va proposer plus en fait. et c'est un levier de reconnaissance. C'est Donc, pas le seul, mais ouais. c'est un levier de reconnaissance. Donc c'est pour raccrocher à ce que tu disais, tu vois, si tu donnes pas le sens, tu auras toujours une boîte qui va payer plus, tu vois. Et tu as d'autres personnes, tu vois, où changer de boîte ou passer d'entretien, où c'est compliqué, du coup ça les mine. Et du coup, t'as des personnes qui sous-performent et qui sont pas bien, et c'est encore pire en fait. T'as les deux. T'as Mm. qui T'as les sous-performe ou deux. t'as qui surperforme, mais Ouais. qui s'épuise parce qu'ils Ah, il y a ça cherchent la aussi, ouais. reconnaissance. Tu sais, le truc où tu te Ouais, dis. Enfin, je fais le lien aussi, on a beaucoup, je pense qu'on a beaucoup un historique aussi de méritocratie en France, tu vois, ouais. où tu grandis en ayant en tête, enfin, en tout cas, moi, c'est la croyance que j'avais en grandissant, de me dire, si je travaille bien, je serai récompensé. Ouais. Tu vois le truc? Mm. Sauf qu'en fait, c'est pas tout le temps vrai. Non. C'est pas tout le temps vrai. Et du coup, tu as des personnes, et franchement, j'en ai fait partie, et j'ai fait un épuisement professionnel, et je pense que j'ai évité le mur, tu vois, enfin, j'ai vite dévié, quoi. Mais où je cherchais tellement cette reconnaissance que je trouvais pas, que chaque année, je faisais encore plus que la précédente. Sauf que je suis arrivée à un moment où enfin, je me suis dit, comment je fais plus que cette année-là? Et en fait, tu cherches cette reconnaissance sans fin, et en plus, ça sert vachement les entreprises. Parce que du coup, tu fais encore plus, donc tu rapportes encore plus, sauf qu'à un moment, tu es épuisé, tu l'as pas trouvé, et soit tu claques ta dème parce que tu en as marre, Ouais. soit tu te prends le mur et tu finis en arrêt, quoi. Et ça, c'est vachement dommage. Et d'ailleurs, ça me fait penser, hier, je donnais un atelier slash formation sur la culture du feedback. Ouais. Donc là, il y avait plusieurs profils, manager et pas manager, sur le feedback. Et je les ai entraînés aussi au feedback positif. Parce que les gens, ils disaient « Ah, mais ça, c'est facile, le feedback positif. » Et bien, en fait, ils se sont rendus compte que non seulement ils en donnaient très peu, ils ne savaient pas le donner, parce que c'était plus des compliments que du feedback, et c'est pas pareil. Et surtout, quand je les ai mis sur des cas pratiques, les personnes qui recevaient le feedback positif eh ben, étaient mal à l'aise parce qu'elles attendaient le « mais » à la fin. Ouais. Le « mais quelque chose »,« mais il y a un truc qui ne va pas ». Donc en fait, ça me prouve bien qu'on n'a pas l'habitude de recevoir ça. Non, mais tu connais le feedback sandwich? Oh non.
Ah, mais c'est une réalité, tu vois. Enfin, je le vois encore trop souvent, tu vois. Et c'est atroce. C'est interdit ça. C'est interdit, tu vois. Enfin, mais je le vois tout le temps. Tout le monde le voit en plus. Mais c'est parce que, en fait, comme tu dis, en fait, c'est pas naturel aux gens de faire les feedbacks. Franchement, des gens qui sont propulsés coach, manager ou même Scrum Master, sur la fiche de poste, c'est marqué faire des feedbacks. Si t'as pas un peu étudié la question, tu fais accompagner, c'est super dur. Enfin, il y en a où c'est inné, c'est ok. Il y en a d'autres, c'est super dur, tu vois. Enfin, et ce que je disais, ouais, le feedback sandwich, c'est horrible. Le feedback sandwich, c'est quoi? Tu dis un truc positif. Après, Mais ouais, est-ce que tu tu voulais dis un vraiment truc dire au négatif. milieu? Après, tu reformules un truc positif. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que là, on parlait de changement. Donc forcément, quand tu dis les choses, parce que l'agilité et tout ça, tu vois, c'est aussi avoir des conversations difficiles, tu vois. Si tu noies la conversation difficile et le feedback un peu négatif où la personne doit s'améliorer, il n'y a pas de changement en fait. Donc il y a Ouais, ça. c'est ça. Et si tu dis un truc positif et après un truc négatif et un truc positif, bah, la personne va dire elle se fout de ma gueule en fait. Bah oui. Où est la Ouais, tu vérité? dis que c'est pas. Bah, Oui, en tout cas, c'est- tout ce qui est les feuilles de salade là, Mais ça j'y marche crois pas, pas. tu vois. J'y crois pas, c'est ça. Et en termes de confiance, c'est pas En termes top de après. confiance, c'est mort, hein. Mais ouais, c'est. Moi, je leur dis enlevez ça dans ma formation, justement. Je leur dis franchement, s'il vous plaît, faites pas ça. Non, mais c'est ça, c'est pour ça dans les équipes que j'accompagne ou même en entretien, quand on me demande comment tu t'y prends avec les équipes tech à faire discuter avec les product owners et tout, je dis comment on s'y prend aussi avec les managers à accompagner. Parce qu'il y a aussi ça aussi à accompagner. Ah bah oui. Parce que sinon, c'est toujours pareil. C'est les équipes des potes, c'est des équipes qui lead par l'exemple. Donc si le top management ne montre pas l'exemple, comment veux-tu que le reste avance, tu vois, enfin, tu peux pas adhérer les gens comme ça, tu vois, enfin. Au départ, tu peux les adhérer avec l'argent, ok, ça peut être un levier. Mais après, c'est plus suffisant. Il faut avoir le sens et l'adhésion des gens, tu vois. Et les gens, maintenant, ils regardent, ils sont pas bêtes, tu vois. Ils regardent les gens dans l'action. Si les discours sur les réseaux sociaux, en conférence devant beaucoup de personnes en entreprise, et que dans l'action, c'est pas ça, les gens ils voient direct et tu perds les gens, en fait. Ouais, Donc c'est exactement. c'est super important, justement, d'accompagner aussi les managers à faire du feedback. Et c'est vachement dur, hein, parce que, comme tu disais, même eux, tu vois, ils se rendent pas compte. Ah, mais c'est dur, en fait, l'exercice, tu vois, où je suis pas à l'aise, tu vois. Parce que le premier feedback, on va se le dire, je disais le feedback sandwich, mais le premier feedback que les gens font, c'est de ne rien dire, en fait. Bah, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Ouais. Et justement, le fait d'avoir des sessions où on peut s'entraîner et où tu es dans une zone d'entraînement, donc c'est pas grave si tu te loupes. Ouais. Je trouve ça important. Et ce qu'il me disait aussi, bah, il y avait des managers, bien sûr, qui avaient déjà fait des formations hier, etc. Mais il y a plusieurs années. Et il disait qu'en fait, tu oublies aussi assez vite, parce qu'après, tu es sur la réalité du terrain et tu oublies de mettre les formes ou machin. Ils se rendent pas compte qu'il faut un feedback devant l'équipe. Ou il y a eu plein de petits témoignages, parce que je leur ai fait aussi se rappeler des feedbacks qu'ils ont eus. Il y a Mhm. une personne qui me disait, ah bah, moi j'ai eu un feedback dans un escalier, tu vois, enfin, entre deux réunions. Et tu fais, bah, c'est compliqué, quoi. Donc clairement, ça s'accompagne, ça s'apprend. Et surtout, ça s'entraîne. Ouais. Ça s'entraîne. Et d'ailleurs, tu me donnes l'ouverture là quand tu parles des dirigeants et des managers, c'est que pour moi, ils ont un impact très fort en fait sur l'équipe. Et je pense que la posture, mais aussi les croyances, donc tout notre système de pensée, toute notre vision du monde, et ben, je pense que ça a un vrai impact sur les équipes ou sur la boîte, suivant la taille de l'entreprise aussi. Pour moi, la posture et les croyances du dirigeant ou de la dirigeante impactent directement le reste de l'entreprise. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, tu vois. Enfin, je vais balancer la chaussure, hein. Avant, quand je cherchais du travail, je regardais toujours les boîtes avec le nom en flanc, le gros chiffre d'affaires, tu vois. Je peux dire que ça m'intéresse plus, ça. Je regarde, bien sûr. Mais je regarde maintenant bah, les dirigeants, en fait. C'est quoi le message qu'ils transmettent? C'est quoi le truc, tu vois? Ok, tu vois la boîte, ils balancent sur leur site internet leurs valeurs et tout. Mais non, moi je suis sceptique de ce genre de truc, tu vois. Parce que je sais que dans la réalité, des fois, ça correspond pas, tu vois. Enfin, on fait les beaux, mais une fois que t'es dedans, c'est plus si beau que ça, tu vois. Par contre, quelqu'un qui prend la parole, ou qui est aussi à aligner, tu vois, à exprimer sa vision, et aussi à la partager, et qu'elle est vraie aussi à l'intérieur, là, ça change tout, tu vois. Enfin, même pour recruter, tu vois. Enfin, Mm, mm. C'est ça, mais je pense que c'est pertinent et il me semble, alors on ne connaît pas bien les stats là-dessus parce qu'il y a plein de ouais. dirigeants et dirigeantes qui ne veulent pas dire qu'ils ont été coachés, par exemple. Enfin, en tout cas, moi j'ai déjà coaché des Ouais, personnes ouais, qui ne voulaient pas l'afficher.
Mais globalement, beaucoup quand même de hauts dirigeants et dirigeantes se font accompagner. Et je pense que c'est un vrai sujet pour comprendre eux-mêmes, en fait, leur vision du monde et comment ça impacte en dessous. Là, tu vois, je parle même pas de systémique, mais en fait, c'est carrément relié à la systémique derrière. Même juste leur vision de l'argent. Je sais que voilà, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Où, en fait, juste ta vision de l'argent et tes croyances sur l'argent impactent en fait ta manière de diriger et comment ça se rejoue derrière. Et là, je vais me parler d'un autre point qui est pareil, je trouve que c'est flagrant. J'ai fait une table ronde le mois dernier sur la flexibilité au travail. Et il y avait plusieurs CEO et directeurs, directrices d'entreprises, soit la semaine de 4 jours, soit congé illimité, flexibilité des horaires, plein de formes. Et des boîtes qui ont même tout mis en place, qui ont congé limité plus semaine de 4 jours, enfin c'est hallucinant. Et un des dirigeants, justement, qui a mis en place, lui, donc les congés limités dans son entreprise, bien sûr, il y avait plein de questions. Est-ce que les gens, ils en prennent plus qu'avant, machin, etc. Et eux, la seule chose qu'ils suivent, c'est si les gens ont bien pris leurs congés qu'ils sont obligés de prendre, enfin, tu vois, d'un point de vue légal, mais tout le reste, ils ne le remontent pas. Alors oui, s'ils allaient dans l'outil, ils pourraient le remonter, mais aujourd'hui, ils ne le remontent pas, donc ils n'en savent rien. Mais ce qu'il disait, c'est que si lui-même, en tant que dirigeant, il prenait que 3 jours dans l'année ou que 3 semaines dans l'année, eh ben, les gens ne prendraient pas leur congé. Voilà, donc il y a un vrai impact. Mais que si les gens voient qu'il prend ses congés, qu'il part, voire qu'il en prend peut-être plus que ce que la norme voudrait, etc., eh ben, les gens se sentent plus libres de pouvoir aussi utiliser ce levier-là. Non, mais il faut montrer l'exemple, en fait. C'est ça. C'est bête à dire, avec les réseaux sociaux, tu peux prendre la parole et tout, ok, tu vois, enfin, c'est devenu commun de prendre la parole et tout. Par contre, il faut montrer l'exemple dans l'action, en fait. Parce que si tes paroles ne correspondent pas à ce que tu fais, tu vois, les gens, ils voient, tu vois, enfin, là, tu prends l'exemple là, bah, ok, congé limité, mais si le gars, le dirigeant, il va jamais, les gens, ils vont pas oser, il faut se dire, ok. Mais c'est ça, en fait, on se rend même pas compte que ça décalque un peu. Et je me rends compte aussi quand on fait... Enfin, moi, je suis consultante, donc c'est vrai que je fais plusieurs missions, je vais à plusieurs endroits, et c'est vachement intéressant d'avoir un regard extérieur, je pense même pour les équipes. Mais quand tu restes trop longtemps, et c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir toujours 2 missions en parallèle, au moins, c'est que tu prends vite les biais. Tu vois, au bout d'1 an, tu commences à prendre les biais et tu te rends compte. Moi, je vois vraiment, j'ai des clients très, très différents, des contextes très différents, et je vois des manières de travailler qui n'ont rien à voir. Tu vois, et tu peux vite tomber dans un truc, tu vois, quand les gens ils te répondent à 3h du matin, quand tout le monde part à 19h, et ben petit à petit, tu commences à te décaler pareil. Et d'un coup, tu vas à un autre endroit où à 17h30, en fait, c'est réglé pour tout le monde, il n'y a plus personne, et ben tu vois, tu commences à te décaler dans l'autre sens. Enfin, donc il y a un vrai impact, en fait, de l'environnement autour. Non, ça c'est... Après, on attaque la notion de vulnérabilité. C'est que les gens, si tu disais c'est dur de te faire les feedbacks, c'est encore plus dur d'être vulnérable, tu vois. Enfin... C'était le sujet de mon TEDx, donc clairement, c'était l'authenticité et donc justement accepter de pouvoir montrer sa vulnérabilité. Et encore, c'est des projections qu'on met derrière. Qu'est-ce qui est positif ou négatif, tu vois, dans tout ça? Pour moi, on est simplement humain. C'est nous qui on projette des choses. On va se dire, je vais être moins productive. En fait, parfois, j'ai l'impression qu'on est en concurrence avec nous-mêmes. Tu vois, on doit toujours... là, ça va vers le sujet que je t'avais dit que j'avais un peu envie d'évoquer aussi, c'est que là, les stats en France font peur au niveau du burn-out. Et apparemment, on commence même à être les meilleurs là-dedans en Europe. Bah, allons-y, on sort ça. Là. Tu vois, c'est ça. Et je me dis, en fait, de base, moi, je sais pas si je suis la seule, mais je pensais que toute la technologie, toutes ces évolutions allaient nous faire gagner du temps. En gros, on allait être allégé. Et en fait, au contraire, j'ai l'impression que ça accélère et que nous-mêmes, on a mis un truc qui allait trop vite pour nous. C'est que, bien sûr, notre esprit, il est illimité. On peut penser à plein de trucs, mais notre temps, déjà, est limité dans notre vie. Et notre corps a des limites. C'est une machine qui a besoin de dormir, qui a besoin de se régénérer, etc. Et j'ai l'impression qu'on commence à aller même trop vite pour nous-mêmes, comme si on était en concurrence avec ce qu'on crée. Et ça me fait un peu peur, personnellement. Et il n'y a jamais eu autant de burn-out que maintenant. Et il y a bien sûr le côté du management qu'on a évoqué, parce qu'aujourd'hui, les managers, comment ils arrivent au poste de manager? Pas tout le monde, encore une fois.
Mais on a des personnes qui sortent des très grandes écoles, etc., un peu la culture des élites, qui en fait démarrent directement manager. Donc ils ont quasiment jamais été sur le terrain. Il y en a plein. Et on a des personnes qui faisaient bien leur job, donc la suite logique c'est manager, mais ils n'ont jamais été formés. Donc tu vois, il y a ça. Et moi, il y a un autre sujet qui m'intrigue beaucoup en ce moment, c'est quoi le travail pour nous? C'est que j'ai la sensation, et il y a des études qui montrent que c'est très français aussi, ou apparemment c'est moins le cas dans d'autres pays, où en fait notre travail, c'est très vite notre identité. Quand on se présente, très rapidement, soit on pose la question à la personne « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» soit on va se présenter, et là je l'ai fait au tout début, j'ai presque fait exprès d'ailleurs, tu vois, d'aller là-dessus direct, c'est que notre identité, c'est notre travail. Du coup, si ça se passe pas bien dans ton travail, et que tu en sors, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as plus d'identité, et en plus, avec cette fameuse productivité, il y a une histoire de valeur. J'ai plus de travail, j'ai plus d'identité, j'ai plus de valeur. C'est super dur, psychologiquement. T'as plus de repères et en fait, t'as tout qui se casse la gueule en fait. Bah ouais. Du coup, moi, je trouve que c'est intéressant. Enfin, pour moi, il y a 3 axes où on peut actionner des choses par rapport à ce sujet-là. Parce que voilà, en gros, si je mets tout ensemble, on a le burn-out qui est en gros le symptôme visible, et derrière, on a la fameuse productivité, la méritocratie, le fait que le travail, c'est notre identité, les problèmes de management. Tu mets tout ça ensemble. Pour moi, comment on peut sortir de ça? Je vois 3 éléments. Le premier, c'est au niveau des entreprises, mais pas que, ça peut même être la société. C'est déjà d'aller s'inspirer de ce que font les autres pays. Parce qu'en fait, il y a plein de pays qui ont vachement amélioré leurs conditions de travail, en termes de prévention, qui sont vachement avancés. Et nous, on ne s'inspire pas trop de ce qui se passe ailleurs. Donc il y a ça. Et du coup, nos conditions de travail deviennent moins bien que chez nos voisins en Europe, en tout cas. C'est ce que montrent les études entre 1995 et 2015. Donc nous, on régresse. Alors j'ai pas cette sensation que nos conditions de travail baissent. C'est juste que je pense qu'ailleurs, ça va mieux et nous, on n'avance pas là-dessus. Alors que le monde accélère. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, je pense qu'il y a quand même un sujet au niveau des managers, justement pour former les managers, mais surtout en termes de posture. Tu vois, tu le disais, la posture d'écoute active, la culture du feedback, on l'a évoqué, tu vois, et ses croyances. C'est quoi ma vision du monde, comment ça impacte? Et le troisième axe, que je vois autant au niveau sociétal que individuel, c'est justement se poser la question, c'est quoi le travail pour moi? Comment je m'identifie? Et est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, qui font mon identité? Comment je me dissocie un peu de ça et quelle place j'ai envie de laisser? Tu vois? Je pense que c'est des axes qui peuvent être intéressants à lever. Non, mais ça c'est super important, la quête du sens, hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu veux pas te lever le matin en te disant j'y vais juste parce qu'il faut le faire et qu'il faut remplir les poches et il faut rembourser un crédit ou je sais pas, tu vois. Enfin, en fait, ce que je disais, c'est le rêve américain à l'ancienne, tu vois, ça marche plus en fait, tu vois, enfin, dans la société actuelle. Et le pire, c'est que je pense que les nouvelles technologies, ça nous a encore précipité encore plus dans le précipice. Je m'explique. Mais non, on est toujours avec le téléphone. On est super ultra connecté. Les réseaux sociaux, tu vois bien, moi je suis sur LinkedIn. Quand tu vois la réussite de tout le monde, moi, des fois ça me met mal à l'aise, tu vois. Enfin, parce que tu te dis, moi je suis quoi moi j'ai réussi quoi dans la vie? Tu commences à te comparer et c'est horrible, tu vois. Donc il y a ça. Le fait aussi d'être tout le temps ultra connecté, tu disais tout à l'heure. Ok, t'as les réunions qui dérivent à 18h. T'as un message à 19h. T'as pensé à envoyer ça, tu vois. Puis, ça continue jusqu'à 22h, tu vois. Et même le week-end, tu vois. Il y a des questions à se poser, tu vois, sur tout ça. Mais il faut accompagner, tu vois. Et c'est des sujets, je sais pas si c'est des sujets RH ou manager, tu vois. Il faut accompagner, il faut dire les choses, tu vois. Enfin, là, tu vois. Je dérive. Un truc marrant que j'ai reçu hier, tu vois. J'ai une personne qui m'a envoyé un mail. J'ai pas répondu tout de suite. Parce que j'étais en congé, elle le savait pas. Bon, ok. Elle a envoyé 4 mails pour me relancer, en fait.
Tu sais, à un moment donné, tu peux pas m'envoyer un message sur Google Chat ou même venir nous voir au bureau, tu vois. Enfin, ça n'arrive à rien, tu vois. Enfin, et je voyais les mails envoyés 18h, 18h30, ça n'a aucun sens, tu vois. Enfin, C'est ça. Il y a une culture du tout rapide. Tu sais, ouais. tu as les réponses tout de Mm. suite, de l'immédiateté. Et Mm. sur ce que tu disais sur LinkedIn, moi, parfois, j'ai cette sensation d'être en retard. Ouais. Et j'ai l'impression, les gens, ils ont 18 ans, ils sont déjà CEO, ils ont réalisé plein de trucs, et toi, t'es là. Voilà, tu vois. Moi, j'ai cette Ouais. sensation qu'il faut courir plus vite. Et pour rebondir, tu disais, les gens ne vont pas au boulot juste pour payer leur crédit ou des choses comme ça. Après, je pense que c'est pourquoi pas. En fait, Ouais. moi, justement, la question, c'est quelle place on veut donner au travail. Et il y a des personnes qui vont donner une grande place, mais en conscience, tu vois. Mm. Parce que ça leur plaît, parce que ça les booste, parce que ça répond à plein de Mm. besoins. Et t'as d'autres personnes pour qui le boulot est moins important, qui vont se dire, bah en fait, moi, je me fais une carrière tranquille parce que ce qui m'importe, c'est d'autres choses. Ouais, je peux Et faire je les trouve choses que à c'est côté. ok, tu vois. C'est vrai. Et c'est juste d'être clair avec soi-même sur est-ce que j'ai envie, je sais pas moi, de monter ma boîte ou de gravir les échelons dans une grosse boîte, machin, et je suis Mm. alignée avec ça et je vais mettre les moyens pour ça. Mm. Ou est-ce qu'en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de voyager, c'est, je sais pas, d'avoir une vie tranquille, sans stress, et je choisis mon métier en conséquence. Et je Mm. sais que j'ai pas envie de devenir directeur d'un truc ou directrice d'un truc, quoi. Ouais. Tu vois, et c'est plus ce truc, tu vois, c'est cette conscience de pourquoi je fais les choses. Ouais, c'est ça. Et là, je tirais un trait un peu négatif sur les technologies, les réseaux sociaux et tout. En fait, le truc, c'est pas se comparer, en fait. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein, mais si tu te compares pas, la vie peut être plus belle aussi, tu vois. Là, tu parlais des jeunes qui sont 18 ans, qui ont lancé leur boîte et tout. Je pense à des gens comme Elliot Meunier, qui a 18 ans. Le gars, il fait déjà 1 million de chiffre d'affaires, tu vois, en travaillant 20 heures par semaine, tu vois. Enfin, moi, au lieu de me dire, c'est nul ce que je fais, tu vois, je regarde comment il a fait, en fait. Oui, bien sûr. Ça m'inspire, tu vois, et je me dis, tu vois, comme tu dis, il a trouvé un sens à sa vie, tu vois. Moi, ça m'inspire, en fait, tu vois. Donc, oui, il y a des périodes où je suis un peu moins bien, où je me compare et c'est pas bon. Mais il y a aussi des gens comme ça où, par contre, c'est inspirant. Il dit, quand tu es un peu dans ta vie où on parlait du changement, bah, regardez. Moi, je suis content aussi de voir ça, tu vois. Il y a aussi ça à apprendre aussi dans la formation, tu vois. Enfin, Je suis totalement d'accord, hein. Je dis pas Mm. que les réseaux, c'est pas bien ou quoi que ce Mm. soit. C'est juste, t'as le revers de la médaille, quoi. T'as Ouais. les deux. T'as d'un côté, c'est génial, t'es connecté, tu peux apprendre plein de choses. Enfin, il y a Mm. quand même plein. Enfin, c'est fou tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut apprendre. Et il y a le côté, bah, je suis surconnectée et mon cerveau se repose jamais parce que, je sais pas, je suis avide de vouloir toujours apprendre des choses. Et du coup, je lâche plus. Et en fait, là aussi, ça dépend en fait les besoins et le pourquoi on fait les choses. Ouais, il y a un truc intéressant que tu disais là sur le burn-out des managers, tu vois. Moi, quand j'accompagne justement ces managers ou des gens de mon équipe, je leur apprends aussi à dire non, Mm. tu vois. Ouais. Parce qu'en entreprise, on a toujours la tendance, ok, tu peux faire ça, oui. Tu vois, les gens, ils disent jamais non, en fait. Ou ce que je peux aller chez cette réunion, là, j'enchaîne ma 5e réunion, tu sais, j'y vais quand même, tu vois. Ils osent pas dire non, ou la loi des deux pieds, tu vois, c'est, je vais à une réunion, si je contribue pas, ou que mon écoute, ça, j'apprends rien, j'y vais pas, tu vois, ou je me barre quand je veux, tu vois. Et des gens, ils savent pas dire non, ils disent non, mais je dois y aller parce qu'il y a l'autre manager, ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, les gens, ils savent pas dire non, en fait, tu vois. On n'a pas appris en fait. Ouais. On n'a pas appris, du coup, il y a un peu ce truc de je dérange l'ordre établi, tu vois, ou je prends une sorte de place. En fait, moi, je le relie même à comment je prends ma place, comment je m'affirme, Mhm. tu vois, et comment je me respecte aussi moi, parce qu'il y a les besoins des autres, c'est très important, mais il y a mes besoins à moi. Comment je fais le lien et comment je trouve l'équilibre pour respecter mes besoins et ceux des autres. Et parfois, et ça dépend des personnes et de la personnalité, il y en a un qui est oublié ou l'autre, et ça peut être compliqué. Ah, mais ça se travaille et c'est facile de les mettre en miroir. Moi, à chaque fois, c'est facile. Fais voir ton agenda. Quand je vois son agenda, c'était triste, tu vois. Enfin, ça commence de 9h jusqu'à 18h, il y a pas tant de pause. C'est enchaînement en plus de sujets, des fois, qui n'ont rien à voir. Enfin, l'être humain, tu vois, il est pas câblé pour être comme ça, tu vois. Ah non. Enfin, On n'est pas capable d'être concentré 5 heures de suite, on ne sait pas faire. Et on sait très bien que le multitasking, même si on a l'impression mhm, de faire encore plus de choses, les études montrent qu'en fait, on met un temps à chaque fois à se reconcentrer. En mhm, fait, on perd dedans. Et puis en plus, le cerveau, il n'aime pas switcher tout le temps. Ça l'épuise. mhm.
Ça, c'est un vrai sujet aussi, hein. C'est un vrai sujet, mais encore une fois, faut accompagner pour leur apprendre juste à dire non, tu vois, et c'est ok. Et Mm. c'est ok, tu vois. Tu sais, j'avais un manager, il se plaignait, ouais, les gens, ils me disent pas quand ça va mal ou quand je sens que ça va pas, tu vois, ils me disent pas la vérité, en fait, ils me disent pas les choses. Je peux voir ton agenda, je regarde leur agenda, bon, voilà, je pense que il est où le temps passé avec les équipes? T'en as pas. Ouais, C'est tu crées toujours en pas le lien. réunion, codir, comex, j'en sais rien, tu vois. T'as pas de temps de passer avec les gens. Comme tu disais tout à l'heure au départ, c'est la confiance avec les gens, bah, c'est déjà passer du temps avec les gens, tu vois. Enfin, c'est radin à dire, mais les gens, ils le font pas, tu vois. Ils se Mm. montrent pas, ils passent pas du temps avec les gens. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on ne produit pas à ce moment-là. Ouais. Là, je refais le lien là sur cette productivité et cette performance. Mm. Et du coup, tout ce qui n'est pas production, on a l'impression que d'un coup, ça a moins de valeur. Et Ouais. je me demande même à quel point, du coup, nos activités hors du travail sont mises de côté, tu vois, dans notre identité, parce que, entre guillemets, ça produirait pas de valeur. Mm. Tu vois, moi, j'aurais pu me présenter au début en disant, bah, je fais de la danse depuis 10 ans, bah, j'adore la photo, tu vois, je te disais, j'ai un Mm. shoot ce soir, donc je suis modèle photo. Mm. Ça fait partie de mon identité, finalement. Ouais. Tu vois, je fais du yoga, etc. Et bah, je t'ai pas dit ça. Tu vois, parce que c'est pas le même poids. Si je dis à quelqu'un, ah bah moi je fais de la danse et j'adore faire de la photo, etc. VS, je dis, je viens de l'astrophysique et j'accompagne des dirigeants. Désolée, c'est pas la même image derrière. Mm. Et les gens, ils vont valoriser quoi à ton avis? Ouais, bah, comme tu disais, la valeur, en fait, on va à la valeur qu'ils perçoivent, tu vois, mais c'est pas la vérité, tu vois. Mais c'est marrant que tu me dises ça, hein, parce que moi, quand j'ai démarré en tant que Scrum Master, c'était un peu un boulot un peu nouveau, tu vois, dans ma boîte, tu vois. Et j'avais des ennemis, tu vois. J'avais des gens qui m'aimaient pas, tu vois. Ah ouais. Et des fois, ils balançaient des taquets en réunion, tu vois. Bien sûr, quand j'étais pas là. Ouais, Ils disaient, pas drôle sinon. ok, lui, il est dans l'équipe de tech, tu vois, mais il développe pas. Tu sais, sous-entendu, putain, on paye un budget pour un gars qui est dans l'équipe et il ne développe pas, tu vois. Il disait pas, ouais, le gars il crée du lien, il crée de la facilitation, il crée du lien avec les gens, il crée de la com qui était inexistant avant avec l'auto-management ou avec le business, tu vois. Pour lui, il se disait, ouais, bon, le gars il est cool, il est là pour faire sourire les gens, pour que les gens aillent mieux, entre guillemets, c'est moins important que produire, tu vois. C'est compliqué, ouais, parce qu'il y a des gens, ouais, ils sont en mode, faut toujours produire plus et être productif. C'est quoi le truc à la sortie, tu vois? Qu'est-ce que je gagne, tu vois? Alors que, bah, il y a l'humain, en fait, comme tu disais au départ, tu vois. Ton équipe, si elle produit, à un moment donné, elle va se fatiguer. Comme tu dis, il n'y a pas de quête de sens. L'équipe, elle va se réduire, les gens, ils vont partir. Bah, au final, tu produis plus rien, au final, et puis après c'est foutu. Oui, le sens, c'est un des piliers de Ouais. l'engagement et c'est quand même un gros pilier de l'engagement, quoi. Et la reconnaissance aussi, mais Mais- le management aussi. Enfin, tu vois, tu as plusieurs piliers à l'engagement et si tu en enlèves un, tu vois, tu commences un peu à boiter. Si tu en enlèves deux, bah, voilà, tu vas te foirer, quoi. Moi, j'ai toujours pensé, penser court terme, c'est souffrance long terme, tu vois. Ouais. C'est sûr, enfin, oui, tu vas avoir une équipe qui dépote, qui va produire toujours plus, plus, plus. À un moment donné, ça va s'épuiser et après, ça va être la banqueroute. C'est ça. Et puis ça s'épuise à plusieurs niveaux. Toi, tu Mm. disais le burn-out des managers. Pour moi, c'est le burn-out, enfin, tu vois, de peu Mm. importe en fait ton poste. Et je pense qu'il faut pas mettre tout le dos, enfin tout sur le dos de l'équipe ou tout sur le dos du Ouais. manager. Pour moi, tu vois, si on regarde d'un point de vue systémique, tu sais, tu as le principe que si tu Mm. prends A et B, A agit sur B et B agit sur A. Tu vois, tu as, Mm. le principe comme ça de réciprocité dans un système. Mais en fait, le manager, il agit sur l'équipe et l'équipe agit sur le manager, en fait. Ouais. Et du coup, c'est un accompagnement, pour moi, tu vois, qui devrait être plus à tous les niveaux. C'est ça. Tu vois, si tu accompagnes qu'à un endroit, je suis pas sûre que, tu vois, ça réagisse. Et pareil, quand on parle d'identité et de travail, et c'est pour ça que je te disais, c'est autant au niveau de la société que de l'individuel. Parce que si toi, tu veux te défaire de cette image, mais que Mm. depuis enfant et que de partout, on te répète des messages contradictoires, c'est difficile de t'en séparer. Mais en même temps, même si la société changeait, mais que toi, tu gardes tes croyances, pareil, ça bouge pas. Donc, tu vois, c'est bien les deux, pour moi, qui doivent un peu, tu vois, se fluidifier, j'ai envie de dire, pour que ça évolue. Mm. En tout cas, c'est ma vision, tu vois. Je dis pas que c'est la vérité. Mais c'est ma Non, non, mais moi, c'est ça, hein. Moi, à chaque fois que je passe des entretiens en tant que Scrum Master, on me dit, ouais, comment t'accompagnes les équipes tech et tout. Il y a aussi, est-ce que j'ai accès aux clients, est-ce que j'ai accès au top management, est-ce que j'ai accès aux gens du marketing.
C'est super important en fait. Comme tu disais, oui, tu peux bouger à l'échelle des techs et tout, ok. Mais à un moment donné, tu vois, il faut que tu bouges aussi l'environnement autour. Parce que si t'as, entre guillemets, l'équipe tech qui est agile, mais derrière, c'est l'éléphant dans la pièce et c'est pas agile du tout, enfin, Bah, du coup, ça l'est pas. ça l'est pas. Ouais, tout simplement. Bon, si ça l'est pas, c'est ok, tu vois. Mais par contre, tu peux pas me dire, ouais, on va changer. Mm. Ouais, il faut que cette équipe, elle change. Tu sais, c'est une injonction, c'est un paradoxe. Oui, je veux que cette équipe soit plus agile, je veux que cette équipe soit plus autonome. Mais tu vois, tu pars d'une injonction, donc si elle le devient, ok, mais ça part d'une autorité, ça part de toi, tu vois. Et si elle arrive pas, bah elle arrive pas, échec et mat. Enfin, c'est un paradoxe. Et on revient au why. Ouais. Pourquoi? Est-ce que c'est juste de la com pour aller recruter des personnes ou parce que c'est la mode? Tu vois, Mhm. ou est-ce qu'il y a vraiment une réflexion derrière sur pourquoi on veut aller sur cette manière-là de travailler, tu vois? Ouais. Bah, la comparaison, ça marche chez le voisin, je veux la même chose. Je veux que ça marche chez Ah moi, ouais, tu mais vois. bon, ça fonctionne pas comme Mais ça, hein. il y a des trucs qui peuvent marcher, tu vois. Bah, allons, Oui. justement, tu parlais de chez les voisins que ça allait mieux et tout. Moi, j'ai vu qu'en Angleterre, la semaine de 4 jours, elle marche bien, tu vois. Allons dans ça, tu vois. Enfin, Ouais, bah sur le pilote, ça ouais. marche bien. Parce que justement, tu vois, en fait, là, dans les dernières stats qui sont sorties, Mm. nous, on est classé dans les premiers sur le burn-out, mais l'Angleterre aussi. Et Ouais. du coup, je me suis posé la question à quel point, justement, aussi ces pilotes se sont mis en place, parce que aussi, il y a des problématiques, tu vois. Mm. Je pense qu'il y a des pays qui ont été précurseurs, qui l'ont vu en amont, et tu vois, je vais pas dire qu'ils l'ont fait pour les bonnes ou les mauvaises raisons, mais qui ont vu en amont qu'il y avait un vrai souci du bien-être des personnes, et du coup qui l'ont fait tout de suite et tout va bien. Et je pense qu'il y a d'autres pays ou sociétés qui le font en réaction. Tu vois, genre Mm. c'est un peu trop tard, il est temps de faire quelque chose. Donc plus tu le fais tôt, je pense mieux c'est. Mais oui, en effet, il y a eu le pilote. Bah là, il y a aussi un pilote qui se lance en France. Il y en a en Espagne et en Allemagne aussi en ce moment. Donc ça, je trouve que les pilotes, c'est top parce que ça te permet vraiment d'avoir les stats, même si c'est compliqué à mettre en place parce que ça implique pour les entreprises de vraiment donner toutes leurs stats quoi, pour l'étude. Mm. Et oui, donc la semaine de 4 jours, pour moi, elle a plein de bénéfices. Alors, rappelons par contre le cadre, parce que tu sais, il y a Ouais. la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours, hein. Ouais. Il y a quand même des grosses différences. Ouais, il y a la semaine de 4 jours avec réduction de salaire, donc c'est pas semaine de 4 jours, tu vois. Alors ça, réduction salaire, c'est un 80%. Ouais. Voilà, là, on est vraiment hors du cadre, on est d'accord. La semaine de 4 jours, tu gardes le même salaire, mais tu diminues le temps de travail. Alors que la semaine en 4 jours, tu sais, tu compresses tout, et du coup, tu as des journées plus longues. Qui pour moi, enfin, dans ma vision, c'est contre-productif, parce qu'on l'a dit, on n'est déjà pas capable de se concentrer. Et là, tu fais encore plus, les personnes qui ont des enfants, c'est encore pire. Enfin, voilà. Mm. Ça fonctionne. Enfin, je suis pas sûre que ça fonctionne bien. Par contre, la semaine de 4 jours, c'est le fait de réduire le temps de travail. Et en fait, je pense qu'on a une grande marge de manœuvre et de progression sur le fait de mieux, j'aime pas le mot gérer, mieux utiliser notre temps au travail. Tu disais, tu vois, il y a des réunions, parfois, t'apportes rien, Ouais. mais aussi le fait de switcher tout le temps et d'avoir plein de trucs, en fait, t'es moins opérationnel. Tu vois, ton cerveau, il est un peu plus au ralenti. Moi, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis à la semaine de 4 jours. Et clairement, je travaille plus de la même manière. T'as moins de fatigue, je suis plus concentrée et j'avance plus vite. Alors, j'ai pas plus de facultés que les autres, hein. J'avance pas plus vite parce que je suis meilleure que les autres. C'est juste que mon cerveau, il est peut-être dans des meilleures conditions. Parce que j'ai moins cette fatigue, moins tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu... Ouais, la semaine de 4 jours, c'est un peu mon dada pour ça. Je trouve qu'en termes de confort de vie, toutes les personnes qui sont passées au 4/5e, à 80%, et qui veulent pas revenir en arrière, c'est aussi pour ça. Par contre, pas tout le monde peut se permettre de perdre 20% de son salaire. Il y a ça aussi derrière. Et il y a ça, et il y a aussi, on l'avait évoqué hein, dans le premier épisode du podcast, c'est que pour moi, c'est aussi un vrai levier d'inclusion et donc d'humanité, parce qu'on ne vit pas avec les mêmes contraintes. Et tu parlais d'authenticité. Combien de personnes aujourd'hui pourraient avoir une RQTH, tu vois, ou des aménagements parce qu'ils vivent avec une maladie chronique, un handicap ou quoi que ce soit, mais qui n'est pas visible, hein. Rappelons que la majorité ne sont pas visibles, donc c'est pas écrit sur ton front. Et en fait, vont le cacher de peur d'être vus comme moins productifs ou moins bien que les autres salariés. En fait, quand tu as ta semaine de 4 jours, ça te laisse un souffle par rapport à ça, parce que tu peux pas forcément suivre le même rythme que les autres, et c'est assez injuste, parce que tu peux rien.
Tu vois, moi, ça m'a vraiment libérée là-dessus parce que je vis avec deux maladies chroniques même maintenant. J'adore rallonger la liste, c'est trop drôle. Et ça a vraiment changé là-dessus. J'ai moins de stress, je suis moins fatiguée. Enfin, je peux m'occuper de ma santé, je peux m'occuper de moi. Tu vois, c'est ça. Il y a une phrase que je disais le jour où on t'a dit que ce sera en ligne, mais pour l'instant, il ne l'est pas encore. C'est, je disais, j'ai plus besoin de choisir entre ma santé et ma carrière. C'est chaud de devoir choisir entre les deux. Parce que si j'ai pas ma santé, je fais plus rien. Ton corps, à un moment, s'il s'arrête, tu vas pas loin, quoi. Donc je pense que ça, c'est un vrai levier, mais c'est un parmi d'autres. Je pense que la flexibilité au travail, plus l'authenticité, peuvent venir faire changer les choses dans le monde du travail. Non, mais t'as raison. Mais tu vois, sur la semaine de 4 jours, on en avait parlé la dernière fois. Bah, justement, quand t'as des maladies chroniques ou t'as besoin de voir des spécialistes, bah, tu disais, le week-end, ils travaillent pas, tu Ah vois. bah non, tu peux pas les trouver, hein, à moins d'aller aux urgences parce que c'est voilà, c'est parce Tu que vois, c'est trop tard. si t'as la semaine de 4 jours, t'as une journée, entre guillemets, pour toi, en mode Beyoncé, je me traite bien et je prends soin de moi, tu vois. Ça change tout, tu vois, juste pour prendre un rendez-vous avec un spécialiste, tu vois. On en parlait aussi, même si t'es en télétravail, tu vois. C'est pas pareil. C'est pas pareil, regarde, je répète l'exemple qu'on avait donné. Je vais chez le médecin, ok, je suis en télétravail, j'ai le temps d'aller chez le médecin. Le médecin, il a 40 minutes de retard. Moi, j'étais en mode, ben putain, moi, il faut que je retourne au boulot, machin bidule, j'ai un meet à C'est trop 14h. stressant. C'est trop horrible, enfin. Puis tu cours. Ouais, Tu cours à l'aller, tu cours au Ouais, c'est ça. retour, tu ça. dis bon bah faut que je rattrape mes C'est horaires. ça. En plus parfois tu culpabilises, enfin pas tout le monde arrive. Hein. Moi ça me culpabilise de fou. Bah oui, ça fait charge mentale, en fait. Ouais, moi j'arrive pas à me dire ah je devrais être au travail Ouais, et c'est j'y ça. suis pas. Ouais. Et quand le médecin est en retard, c'est pire, tu vois, c'est même pas ta faute. Enfin, c'est pas ta faute, c'est pas que Ouais, tu tu cherches vois le les coupable. minutes et tout. Mais tu vois, c'est atroce, enfin. Ouais, non, mais le 4 jours, ouais, moi j'y crois à ce modèle-là, tu vois. Après, il y a des lois, il faut le construire avec les salariés, tu vois. Si t'as je sais pas, t'as des boîtes ou, je sais pas, des commerciales et tout, ou des gens qui sont au support, il faut t'aménager, il faut réfléchir, tu vois. Mais pour moi, ça se co-crée. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand j'accompagne sur ce sujet-là, il y a vraiment le fait de prendre en considération le secteur de l'entreprise, les métiers et comment on co-crée ensemble. Encore une fois, c'est du changement. Donc moi, je suis adepte de la co-création quand il y a du changement. C'est beaucoup mieux pour les personnes plutôt que de leur dire maintenant tu vas faire ça. C'est horrible. Qui a envie que... Alors il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça, voire ça les arrange parce qu'elles n'ont pas envie de prendre de décision, en effet. Mais globalement, on n'aime pas trop recevoir des ordres. On aime quand même bien avoir notre libre arbitre. Tu vois ? Ouais. Globalement. Donc il y a ça, et après c'est pas... Alors oui, il y a un vrai aspect sur la santé. Les études montrent d'ailleurs qu'il y a un meilleur sommeil, qu'il y a moins d'arrêts maladie. Sur l'étude du Boston College, donc au Royaume-Uni, c'était moins 65% d'arrêts maladie en 6 mois. Donc tu vois, c'est énorme, parce que ta santé va mieux, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a justement quelle place tu laisses à d'autres activités. Moi, je m'en sers justement pour faire des shootings. Moi, aujourd'hui, c'est mon jour off aujourd'hui. Hein. Donc voilà, tu vois, regarde, je peux être avec toi, je peux être là à Paris, repartir à Lyon tout à l'heure, aller faire un shooting. Et ben non, moi, tu vois, c'est mon jour off, j'ai pas eu besoin. Ouais. Donc j'en ai profité pour monter mon podcast. Tu vois, je suis pas sûre que j'aurais pu tenir le rythme. Sinon, pareil, le TEDx, c'est un boulot monstre. J'aurais pas pu l'ajouter en plus de tout ce que je fais déjà. Tu vois, et comme tu dis, toi, t'as posé un jour pour être là aujourd'hui, donc c'est que ce n'est pas forcément faisable si tu devais tout combiner. Parce qu'il y a sûrement d'autres aspects dans ta vie. Ouais. Non, c'est important de prendre du temps pour ça, parce qu'au final, le grand malheur de ce siècle, c'est qu'on se prend pas assez de temps pour nous-mêmes, en fait, tu vois. Ah ouais, c'est dur. Parce qu'on se laisse emporter par des décisions ou par la vie. Et c'est compliqué. Le fait d'avoir un jour, entre guillemets, off dans la semaine, moi j'y crois, hein, la semaine de 4 jours, tu vois. Mais la vraie semaine de 4 jours, tu vois. Oui, celle où on diminue. Après, on en revient à ce que tu disais au départ, tu vois. Que ce soit les dirigeants, les RH ou les managers, tu vois, quand ils lancent ce truc-là, il faut qu'ils montrent l'exemple aussi, tu vois. Il y a ça. Parce que si tu dis semaine de 4 jours, en fait, les projets, il faut les faire pareil qu'en 5 jours, mais en 4 jours, tu vois, ça rime à rien, tu vois. Enfin, ça marchera pas, tu vois. Enfin... Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Il y a ça, et puis on revient même à la notion d'identité. Il y a des personnes qui se disent, mais je vais faire quoi ? En conférence, j'ai eu ces questions-là. Mon travail, c'est ma passion. Je vais faire quoi ce jour-là ? Donc il y a aussi la place qu'on veut donner au travail. Et je pense qu'il y a une question autour du faire et du être.
Tu vois, on est très valorisé aujourd'hui dans le faire. Plus on fait des choses, plus on produit des choses, plus on nous aime, si on peut dire ça entre guillemets. Mais même enfant, tu vois. Et le être, quand juste tu es, bah c'est beaucoup moins valorisé. On disait, quand tu vas danser 1 heure, bah t'as rien produit. Ou même juste, tu lis ton livre tranquille, tu vas écouter de la musique, tu vas discuter avec tes potes. Tu vois, quand t'es juste dans le être et pas en train de faire tout le temps. C'est marrant ce que tu me dis là, ça me résonne dans un truc en fait. C'est les meilleurs moments, tu vois, là j'ai un podcast, je suis sur LinkedIn, j'écris, j'aime bien écrire et tout. Les meilleurs moments où je sens que je suis créatif, c'est les moments où je m'ennuie en fait. Tu vois? Et tu C'est laisses de vraiment la place au cerveau. Ouais, je laisse la place au cerveau. C'est quand, maintenant, quand je vais marcher, je laisse le téléphone en off, tu vois, je réponds pas aux messages, je réponds pas aux emails pour pas me relancer. Toutes les 30 minutes. Mais ouais, c'est ça en fait. On a besoin dans l'ennui en fait. Tu vois, là, j'étais dans le métro, mais même toi tu me disais, je vais réviser mes fiches et tout. Non, à un moment donné, il faut déconnecter, tu vois. Enfin, Sinon, j'avais plus de réseau après. ouais. Mais ouais, en fait, quand tu t'ennuies, que t'as des gens, t'as déjà du temps ou à rien faire, ton cerveau il se recharge en fait. Ta créativité elle se recharge parce que moi, quand tu disais, il y a des gens, ils sont dans la quête de soi, être et tout, et c'est ok d'avoir des moments où pour se poser ce genre de questions, tu vois. Ouais, ou juste ralentir. Ouais, C'est super dur ralentir. ah, c'est super dur. C'est tellement dur qu'il y a des coachs uniquement sur ce thème-là. Hein. Mhm. Tu vois? Genre, ça a créé des métiers. Ouais, ouais. C'est pas ralentir. Et j'ai vu, alors j'ai plus du tout le nom de l'étude par contre, parce que je l'ai vu passer, où ils ont fait des tests, alors avec plutôt, je crois que c'était des jeunes, c'était entre 15 et 25 ans, truc du genre, où ils les ont fait juste s'asseoir dans une pièce, il y avait 5 minutes et 10 minutes, Ouais. à rien faire. Et comment ils se sont sentis et tout. Il y a des gens qui n'ont pas réussi. Il y a des personnes qui n'ont pas réussi. C'est qu'aujourd'hui, faisons le test, tu vois, enfin, de se dire, bah, je vais rester 10 minutes ou 15 minutes. C'est rien, 15 minutes. Hein. Mais c'est immense quand Bah, t'es tout le temps dans le faire. Et là, d'un coup, tu te poses, il n'y a rien. T'es pas en train de te distraire en regardant une vidéo, en lisant un Là, article. à mon avis, le premier réflexe, c'est Ouais, il est où mon téléphone, tu Voilà. vois. Et les gens, ils sont perdus. Voilà. Ouais. On n'arrive plus, Mm. on sait pas. Juste là, à se dire, bah, il se passe quoi dans le corps? Juste, je ralentis, je respire, je suis bien. Je me détends, bah non, les gens, ça les stresse. C'est ce qu'ils avaient montré dans l'étude. Les gens, ils étaient stressés d'avoir attendu 10 minutes, quoi. Mhm. Avec rien. Non, je pense que c'est important d'avoir le temps de connexion. Et bah, si la semaine de 4 jours, ça peut donner ça, tu vois. Mais tous les jours, tu vois. Enfin, mais encore une fois, il faut construire sur le contexte de la boîte et des gens qui veulent y aller, tu vois. Bah ouais. Et je sais pas à quel point ça va. J'entends de plus en plus d'entreprises qui y vont. En même temps, je sais pas du tout si ça va se généraliser ou pas. Tu vois, je sais pas comment ça va évoluer ce sujet-là. Et en même temps, moi, je pensais que la technologie, elle était censée réduire notre temps de travail, pas l'inverse. Donc, pour moi, ça devrait être logique qu'on ait plus de place à notre vie autre que professionnelle. Ça me paraissait logique. Moi, je pense que la réaction, elle va continuer. Et je pense qu'il y aura encore des entreprises qui vont émerger dans la semaine de 4 jours, comme Welcome to the Jungle ou Idem, ta boîte, Ouais. ça. Je pense que ça va continuer pour une raison, en fait. Vas-y. Le recrutement. Ah, il y a ça aussi, ouais. Parce que là, je vois, là, les gens, ils galèrent à recruter. Hein. Et pourtant, il n'y a jamais autant de candidats sur le marché. Parce que comme tu disais, on l'a vu, hein, après le Covid, ça a redistribué les cartes, en fait. Ah bah oui. Les gens, ils veulent un taf, ils veulent plus des bullshit jobs, entre guillemets, tu vois. Ils veulent un taf où il y a du sens, où ils se sentent valorisés et tout. Et s'ils n'ont pas ça, bah ciao. Les gens, ils se barrent, tu vois. Mais faire travailler les entreprises sur le sens, c'est pas si facile parce qu'en fait, alors il y en a qui voient le sujet, qui savent que c'est important, mais c'est pas la priorité. Bon, après, en plus, ça demande un budget, et là, c'est un budget qui ne crée pas justement un produit ou un service directement, tu vois. Donc, c'est pas rentable tout de suite. Et encore, ça se discute, mais dans l'esprit collectif, c'est pas rentable tout de suite. Et t'as les entreprises qui voient même pas le sujet. Bah, ils vont le voir quand ils vont voir que tous les collaborateurs commencent à partir. Donc, comme ils étaient dans la course aux chiffres à produire plus, bah là, on n'arrive pas à produire plus parce qu'on n'a pas assez de monde. Et même quand on recrute des gens, bah, des fois, ça ne matche pas parce qu'il faut former la personne. La personne ne correspond pas. Tu as perdu 6 mois. Au final,
le coût de la personne on n'a pas vu partir parce qu'on n'a pas vu qu'elle Ah, on n'a même pas vu. perte de sens et tout. Ouais, ça a un coût, ça peut, ouais, je peux balancer une somme, ouais, ça peut coûter 30 000 euros, ouais. Entre le recrutement, le transfert de compétences et la période d'essai où finalement ça matche pas, bah t'as tout perdu en fait. Alors que juste un vrai entretien où déjà tu peux valoriser financièrement la personne, déjà il y a ça. Et ensuite discuter comment tu veux évoluer, comment on peut t'accompagner dans ça. Et la personne aussi peut faire un feedback, dire moi ça me plaît plus parce que ça correspond plus à la vision, mais non, mais nous on va essayer de travailler ça, on a besoin de toi. Et c'est la co-construction en fait, tu vois. Mais ça, ouais, je pense que cette question elle va revenir parce que les gens se désengagent en fait, comme tu dis. Hein. C'est ça. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que Ouais. justement, là, j'ai 2 nouvelles conférences que je suis en train d'écrire. Ouais. Et il y en a une, le pitch. C'est ça, c'est X ou Y qui se casse de la boîte. Ouais. Les managers, ils comprennent pas, alors que dans l'équipe, en fait, ils ont bien vu et que justement, c'est peut-être le désengagement qui a toqué à la porte de cette entreprise-là, tu vois, pour des raisons. Donc, il y a ça. Mais après, tu vois, il y a 2 questions que je me pose. Il y a d'une part, tu vois, les très très grosses boîtes, c'est un peu ce qu'on discutait avant d'arriver ici. C'est à quel point, tu vois, elles sont tellement énormes que ça tient, tu vois, parce que c'est très très grand. Ouais. Du coup, je pense est-ce qu'elles vont le voir en dernier, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, ça les impacte moins tout de suite que des plus petites structures, je pense. Donc, tu vois, comment ça va se jouer là-dedans, je sais pas. Et la deuxième question que je me pose, c'est, tu disais, tu vois, le jeu justement du chiffre. Ouais. Moi, ça me pose question de vouloir aller chercher tout le temps plus. Parce que j'entends, hein, les entreprises, elles doivent être rentables, etc. Sinon, elles ne payent pas leurs salariés. Mais tu vois, ce toujours plus, pour moi, il vient alimenter cette roue de toujours plus vite. Et à la fin, je me demande si on passe pas un peu à côté de notre vie. Tu vois, ça m'interroge, en fait. On va pas aller sur le débat sur le capitalisme, tu vois, mais on a fait dedans, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça fait ça fait un lien, c'est vrai. Mais ça m'interroge, en fait, tu vois, de ce toujours plus. Après, tu vois, regarde, moi j'aime bien prendre l'exemple d'Elon Musk, tu vois. Elon Musk, milliardaire, des boîtes avec je sais pas combien de chiffre d'affaires et tout, tu vois. Le gars, il fait le clown sur Internet, tu vois. Il prend la parole et tout. Il a pas... Tu sais, moi au départ, je me disais, mais pourquoi il prend la parole sur Internet, tu vois. Enfin, il a déjà tout réussi. Enfin, oui, ok, il a des rêves, c'est toujours plus, tu vois. Mais à la limite, tu vois, il a pas besoin de prendre la parole sur Internet. Je comprends pas, en fait, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai compris, en fait. Déjà, il occupe la place publique. Donc, il essaie d'avoir de l'influence sur le monde. Et aussi, il essaie de recruter en fait les meilleurs ingénieurs en fait. Dans le sens où il n'a pas envie que les meilleurs aillent chez Meta ou chez Apple, tu vois. Il veut qu'il aille chez lui, tu vois. Et les gens qui vont chez lui, c'est les gens qui adhèrent à ses idées, c'est pour ça qu'il prend la parole. Et c'est comme ça qu'il les recrute. Outre le package financier, tu vois, il les recrute aussi dans, moi, mon sens et ma quête, c'est ça, tu vois. Ah, un alignement, finalement. Ouais, et donc je prends la parole parce que comme ça, j'attire ces gens-là, en fait, tu vois. Et je trouvais ça assez smart et assez intelligent ce qu'il fait, tu vois. Bien sûr, il y a plein de gens qui vont dire, il fait le clown sur Internet, qu'est-ce qu'il fait, tout. Il s'ennuie. Il s'ennuie. Mais non, en fait, c'est parce qu'en fait, il veut avoir les meilleurs ingénieurs avec lui, en fait. Pour justement dépoter dans sa vision et ses rêves, tu vois. Et les gens qui pensent que c'est un clown ou le gars est trop extrémiste sur certaines idées, tu vois, ils vont pas les poster chez lui et c'est ok, tu vois. Par Ah oui, il voudrait pas, de toute manière, ouais, c'est pas ce qu'il cherche. par contre, il veut quand même les meilleurs et si ça aligne, il est super content, tu vois. Enfin, et ouais, je pense, ouais, en fait, il y a tout qui se raccroche en fait entre la quête de soi. Ouais, voilà, on en revient à ça. C'est pourquoi tu fais les choses. Est-ce que tu le fais en le subissant, Ouais. tu vois, en allant chercher le toujours plus, mais en gros, entre guillemets, tu te fais du mal, tu vois, tu le fais un peu contre toi. Ouais. Ou est-ce que ça a du sens avec tes objectifs, tes besoins, tu vois. Avoir des rêves ultra ambitieux, c'est génial, tu vois. Moi, j'en ai plein. Hein. Je me cache pas que je suis une personne vraiment ambitieuse sur plein de trucs. Mais c'est pourquoi et est-ce que tu le fais avec toi ou contre toi? C'est ça qui m'interroge, tu vois, dans ce toujours plus qui est généralisé. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une injonction à ce qu'on rentre tous dans ce moule-là. Et c'était plutôt ça, tu vois, qui m'interroge. Et à quel point ça fait le lien avec l'épuisement des personnes qui rentrent, tu vois, dans cette roue et tout le monde court dans la même roue. Et en fait, au bout d'un moment, tu t'essouffles et hop, tu tombes un peu, quoi. Après, nos jours sont comptés, tu vois, sur Terre. Donc On oublie ça.
Ouais, et on n'a pas envie de se dire, ah bah là, je me suis laissé porter par la vie, tu vois, et 10 ans après, ouais, j'ai des regrets en fait. Donc il y a ça aussi, tu vois. D'où la question. D'où la question, mais il faut se donner les moyens. Et je pense que, ouais, en tant que salarié, une semaine de 4 jours, ça peut être pas mal, tu vois. Au moins Je confirme que c'est cool. ouais, mais au moins un jour off ou. Bah, si t'as un projet annexe, un side project, c'est ok, tu vois. Du coup, tu te construis, tu te protèges dans ça et t'apprends, tu vois. Et bah, si tu te poses la question, tu sais pas, bah, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, t'as un temps pour réfléchir, tu vois. Exactement. Ah oui, on dit pas qu'il faut avoir les Mhm. réponses directement. Parfois, tu parlais de quête. Ouais. C'est des choses où tu évolues. Et puis de toute manière, même tes pensées, tes avis d'il y a 10 ans sont peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mhm. Ils peuvent être les mêmes comme ils peuvent avoir évolué. Et les deux sont OK en soi. Ouais, ouais. Puis moi, je pense que c'est quand même important d'avoir comment dire, un autre projet autre que ton travail, tu vois. Ça peut être bosser dans une association ou ça peut être aussi une autre entreprise que tu crées toi-même parce que tu as d'autres projets, tu vois. C'est important parce qu'on en revient encore dans la question de recrutement, tu vois. Quand, quand par exemple, tu prends l'exemple d'une grosse boîte, tu vois ce qui se passe en ce moment, tu vois. Tu vois, tu vois ces boîtes, ils ont un gros chiffre d'affaires, ils étalent ça à chaque année, leur bilan finance. Et à côté, tu vois, il y a des coupes et il y a des gens qui sont virés. Alors qu'ils ont, tu vois, ils ont très bien les reins solides pour regarder tout le monde, tu vois. Bah, toi, quand t'es dans ces boîtes-là, t'es démuni, tu vois. Et si t'as construit un projet annexe à côté, où tu peux avoir peut-être aussi une sorte de revenu annexe, tu vois, bah, t'es plus serein, tu vois, dans la vie et t'es pas dépendant que de ton salaire fixe aussi, tu vois. T'as aussi ton autre projet. Donc c'est aussi prévoir ça aussi à l'avenir parce qu'il est toujours incertain, tu vois, et d'avoir au moins un parachute en fait, un autre truc pour rebondir, tu vois, parce que on va dire les choses. Quand tu travailles pendant des années dans la même boîte et qu'à la fin, bah, il y a un point de redressement social, tu vois, c'est pas cool, tu vois. C'est pas cool et comme t'as pas pris le temps de construire l'après ou avoir une autre perspective, ouais, la charge mentale, laisse tomber, tu vois. Et Ah bah là. bah, c'est échec et mat, tu vois. Donc, et ça, tu vois, les jeunes, tu vois, maintenant, je pense qu'ils le comprennent, ça, tu vois. C'est pour ça qu'ils restent plus longtemps dans les boîtes aussi longtemps, tu vois. Moi, je suis parti de 10 ans, hein, je suis resté 10 ans dans la boîte. Je pense que les gens de la nouvelle génération, enfin, ça extra plus, ça, tu vois. Enfin, Ouais, je sais pas comment. Tu sais, il y a tellement. Enfin, quand t'es dans un moment incertain comme ça, tu vois, ça peut ouais. basculer de plein de manières différentes. Donc là, aujourd'hui, oui, on voit quand même que les personnes, justement, vont chercher le sens, vont chercher Mm, l'alignement, en tout cas sur les nouvelles générations, donc vont mm, bouger si ça ne leur convient pas. mm, Peut-être moins que ce qu'on voyait comme mouvement avant, parce que mm. ça fait peur hein, de changer de boîte. Tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes, voilà. Ouais, mais j'ai Même se l'impression que la lancer, nouvelle hein. génération, ils ont moins peur de Voilà, ça, tu mais c'est vois. ça, tu vois, Ouais. donc il y a ça qui change. Après, comment ça va évoluer? Tu vois, si pour des personnes, ils trouvent vraiment le bon alignement, le truc Mm, qui a du sens, etc., et que ça leur parle et que ça évolue assez, tu vois, c'est pas antinomique non plus, tu vois. c'est Tu vois, vrai, je c'est sais vrai. pas comment ça va. En fait, ça va dépendre aussi de comment les boîtes vont bouger. Ouais. Aujourd'hui, comme elles sont, en effet. Mais si Mm. elles évoluent, tu vois, on sait pas. Enfin, pour moi, il y a plein de trucs incertains sur ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il y aura de plus en plus de freelance dans ces grosses boîtes, tu vois. Il y en a déjà, tu vois, mais je pense que ça va continuer. Là, il y en a de plus en plus, je crois, je connais pas les stats, hein, mais il me Ouais. semble que là, chaque année, ça augmente en tout cas. Parce que tu disais la quête de soi et tout, je pense que les gens, au final, là, on parlait d'argent et tout, au final, ce qu'ils veulent, c'est être libre, Mm. tu Ouais, vois. liberté et sécurité. Tu vois, tu évoquais avoir la Exactement. sécurité à côté. Mm. À voir, à voir. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du célèbre Justin Welch, qui est le numéro un sur LinkedIn aux États-Unis. Et donc, lui, il a un business où il est solopreneur, il est tout seul, tu vois. Et lui, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, il était dans les grosses boîtes Salesforce. Donc, Ok. il avait un super salaire, un super. Ouais, il a gravé les échelons pendant des années, tu vois. Le gars, normalement, c'était la vie rêvée, tu vois. C'était le rêve américain. Et le gars, il a tout plaqué. Il a tout plaqué. Il a dit moi, ce que je veux, c'est passer du temps avec ma femme, c'est passer du temps pour ma santé. Et je peux plus, tu vois. Enfin, à chaque fois que je gravissais les échelons, tu vois, j'avais encore moins de temps pour moi, tu vois. Il y Ah avait ouais? encore plus de pression. Oui, j'avais plus d'argent, encore plus d'argent, mais je voulais plus de ça. C'est tes enfants qui vont s'en servir et pas toi.
Bah, en plus, il voulait pas d'enfant, tu vois. Ah zut, Donc, tu vois, perdu. Donc, Du coup, il a beaucoup de choses sur son compte en banque, mais il s'en sert pas. Si t'as pas le temps de t'en servir. donc là, il est passé à son compte, voilà. Mais il rebosse justement avec les grosses boîtes, en fait, en tant que freelance. Il a peut-être aménagé son temps et tout, mais il rebosse avec eux, tu vois, il a pas fermé la porte. Mais par contre, lui, il est plus dans le cadre salarié, tu vois. Mais voilà, après, c'est pas question de salarié ou de freelance, il veut juste être libre, en fait. Tu vois. Ouais. Ouais, la notion de liberté, c'est un vrai sujet aussi. Et moi, je vois de plus en plus, je pense que les jeunes, je pense qu'ils ont de moins en moins de croyances limitantes pour toujours passer à leur compte ou moins tester, tu vois. On le voit, hein, de toute façon, la situation, MrBeast, enfin, tous ces nouveaux héros de nos générations, ils le voient direct, tu vois. Enfin, à voir, à voir, à voir. Mais c'est vrai que prendre la parole, ouais, je vois de plus en plus de gens à prendre la parole, alors que c'est des introvertis, tu vois. Bah, allons dans ça pour finir un podcast, tu vois. Alban, parce que toi, ouais, enfin, je pense que t'es introverti, tu vois. Et je te vois partout, en fait. Je te vois partout, je te vois dans les keynotes, bah, je te vois dans les AG Tour et tout. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, c'est marrant que tu dises ça parce Ouais. que, alors, bon, enfin, anecdote sur les trucs MBTI. Avant, j'étais introvertie et maintenant, je suis passée extravertie. C'est vrai? Ouais, mais en fait, c'est parce que je suis pas sûre que je sois si introvertie que ça, en Ok. vrai. Je sais pas. Tu vois, mais visiblement, d'une année à l'autre, tu vois, je suis un peu au milieu en fait. Donc, je suis un peu entre les deux, donc c'est rigolo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais attends, avant que je te redonne la parole, moi j'adore ce que tu dis là en fait, parce qu'on n'est pas dans une case en fait. On peut évoluer et pas être dans une case, tu vois. Donc je pense qu'au départ, prendre la parole devant 300 personnes qui notent, je pense qu'au départ, ça a dû stresser et être même mal à l'aise. Mais là, tu as continué en fait. Donc pourquoi t'as voulu faire ça en fait? Pourquoi tu t'es lancé dans ça? Pourquoi j'ai voulu faire ça? En fait, bah, ça démarre aussi d'Agile Grenoble. Ouais, C'est pour ça que j'ai un gros truc, j'ai un historique avec Agile Grenoble, tu vois. ouais. Moi, mon rêve, ce serait un jour, peut-être, enfin, j'aimerais bien. Enfin, mon objectif, j'aimerais bien un jour pouvoir être sélectionnée en keynote d'Agile Grenoble. Ce serait vraiment un rêve, tu vois. Bah là, Et c'est lancé là. Hein. on verra. Je saurai la semaine prochaine, mais Ok. tu me coupes si je l'ai pas. Non, ce sera pour 2025. C'est noté. Et du coup, bah, en fait, c'est justement au premier Agile Grenoble où j'ai rencontré mon mentor, etc. Ouais. Tu vois. En fait, il s'est passé plein de trucs à cet Agile Grenoble-là il y a déjà Mhm. quelques années. Et j'étais allée à une conférence bah, justement sur le design sprint. Ouais. Et je sais pas, ça m'a marqué. Tu vois, c'est des petits tilts à chaque fois. Et j'ai des trucs comme ça où je me dis, ah tiens, il y a ça. Et je me fais confiance et je m'y accroche. Et voilà. Et du coup, je me suis rendu compte de plusieurs choses. C'est que déjà, il y a un truc qui tiltait. Il y a un truc aussi en termes de... Bah, comme je te disais, j'étais jeune, bon, je suis toujours jeune, mais voilà, j'étais encore plus jeune, je suis toute petite, toute fine, je suis une femme, j'ai pas une voix ultra, voilà. Je me suis dit, c'est aussi une manière d'asseoir ma légitimité, tu vois. Enfin, au lieu de me faire écraser tout de suite, bah, j'ai au moins une petite rempart. Il y a ça, et il y a aussi le fait que j'aime partager et j'aime aussi apprendre. Donc voilà, j'ai voulu me lancer là-dedans, je le sentais. Et au début, j'ai pas été prise. Hein. J'ai mis plusieurs années avant d'être prise. Les premiers Agile Tours qui m'ont fait confiance, c'est Agile Bordeaux et Agile Toulouse. Agile Bordeaux, ça a été ma première conf. Et après, petit à petit, ben, voilà, ça a un peu plus matché. Enfin, voilà, mes sujets ont été plus pris. Et puis, plus tu as un nom un peu reconnu. Puis quand ils t'ont déjà vu sur scène, tu vois, c'est plus facile. Et donc, voilà, ça a augmenté. Mais surtout, j'ai donné ma première keynote, du coup, en septembre de l'année dernière. C'est ma toute première et je me suis jamais sentie aussi alignée. Il y a eu un truc. Et j'ai fait waouh. Tu vois, il y a eu un truc. Et après, donc, il y a eu le TEDx et puis j'ai pu donner aussi une conf à Devox. Il y avait quand même quasiment 1000 personnes dans la pièce. Là, c'est un autre level, tu vois. Et ben, j'étais trop bien. Je sais pas comment te dire, j'ai kiffé. Et tu vois, on parlait de reconnaissance. Moi, je pense que c'est aussi ma manière de me sentir reconnue. Tu vois, je pense qu'on a chacun et chacune nos manières et nos leviers pour pour répondre à nos besoins personnels. Et moi, ça m'a beaucoup aidée
Et justement, et à la base, je suis une personne très timide. Et c'est là où la photo m'a beaucoup aidée aussi quand j'étais plus jeune. C'est que j'étais quelqu'un de très en retrait. Et je pense petit à petit, bah, je m'assume, j'assume mes positions, mes idées, et où j'espère pouvoir apporter de la valeur de cette manière-là aussi. Tu vois? Donc c'est ça, ça m'anime et j'adore aussi aller au conf des autres. Ce que j'aime avec ces événements-là, que ce soit un Agile Tour ou autre conférence, c'est que je partage et j'apprends. Tu vois, il y a une fluidité. Moi aussi, je mets ma petite brique et je viens apprendre des autres. Et en plus, on rencontre plein de gens. Parce que je ne sais pas si les personnes qui ne donnent pas des conférences sont au courant, mais quand on est conférencier, en général, il y a un repas speaker avant ou après l'événement. Et donc ça, c'est top en fait pour rencontrer plein de personnes ultra inspirantes, qui sont experts d'autres domaines. Moi, j'adore. Et pourtant, je suis une personne agoraphobe de base. Hein, donc les repas speakers, moi, c'est autant j'adore que ah, je vais mourir. Tu vois? Moi, j'adore ce que tu dis là, en fait. En fait, t'es en train de dire que tous les voyants étaient rouges au départ, mais parce que c'est des croyances limitantes. Mais tu y as pris goût, en fait. Ah, mais surtout, moi, à la base, plus jeune, je faisais des crises de panique. Ouais. Imagine, t'es devant 1000 personnes, c'est filmé le truc, tu te fais une crise de panique au milieu, yes. Donc, tu vois, les scénarios catastrophes, j'en ai dans ma tête. Mhm. Et au pire. Tu vois, maintenant, ça c'est une psy que je suis, que je trouve top, qui parlait, tu sais, de toutes les pensées intrusives, tous les trucs qui te font peur, où t'as le et si il se passe ça, et si. Et elle disait, essayez de le remplacer par même si. Et du coup, moi, je fais ça. Moi, je me dis, bah, même si il se passe ça. Tu vois, le premier TEDx que j'ai donné, le son a sauté pendant ma présentation. On a dû évacuer la salle, s'il te plaît. Genre, il y a un son horrible alors que les micros étaient éteints, ils ont dû tout débrancher, évacuer la salle, t'imagines? Mhm. Toi, ça fait 6 mois que tu bosses sur le truc, t'as passé un temps, voilà, et tu dois recommencer du début. Donc le public a déjà entendu le début, mais c'est filmé, donc machin. Bah, tu vois, je suis toujours là. Bon, c'est bien passé au final, non? Ça dépend ce qu'on appelle bien passé. Oui, le public, du coup, m'a ultra encouragé et tout. Après, je pense sur la vidéo, ça va se voir. Il paraît qu'elle sort aujourd'hui, d'ailleurs, hein, mais je verrai, tu vois. J'espère que la qualité sera... Enfin, forcément, elle va être un peu dégradée. Mais c'est pas grave, c'était une belle expérience. Les gens, ils savent que, voilà, ils l'ont vu, tu vois. Enfin, Oui, les gens qui étaient là, mais ceux qui Oui. vont la voir sur Internet ne savent pas forcément. Donc ça, oui, ça fait une petite frustration. mhm. Mais c'était quand même une chouette expérience. Bah, après, tu vas itérer, de toute façon, c'est juste ton premier, tu vois. Enfin, ton premier TEDx, t'en auras d'autres, tu vois. Enfin, Je sais pas si on a le droit de faire beaucoup de TEDx en vrai. après, tu peux prendre un TEDx en Suisse, dans d'autres pays, non? Dans Enfin, d'autres pays. tu peux le faire en anglais, hein. Ce sera ça, Oula. le next step. Oui, tu vois, l'anglais, c'est regarde, quelque chose regarde, de croyance très limitante. Croyance limitante, t'en sais rien, tu vois. J'ai Enfin, peur. tu sais pas. J'ai peur. Mais Bah, oui, c'est normal. j'embarque sur un autre TEDx. Après, j'avais regardé sur Internet et les gens qui en ont fait plusieurs, j'ai vu 2, mais je crois qu'il y a une personne qui en a fait 3. Mais je suis pas sûre qu'après... Enfin, tu vois, je pense que c'est 2 max dans ta vie, quoi. Après, ça se trouve, si tu feras tes conférences toi-même, tu vois, t'auras pas besoin du label TEDx, non? On verra. Honnêtement, c'est un de mes rêves. J'aimerais bien ouais, que la partie conférence puisse prendre plus de place. Et, ouais. Je pense que mon rêve ultime, c'est de garder... Enfin, moi, j'adore le coaching pro. C'est un truc... Mhm. Voilà, j'adore ça, ça me parle. Ouais. Et accompagner les équipes aussi. Et la partie conférence, tu vois, je pense que si ça pouvait être une partie de mon métier, ce serait trop bien. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite, hein. Mais moi, j'adore ce que tu dis là, en fait, parce que au début, t'avais des blocages, parler devant tout le monde, c'était pas ton truc, ou ça te faisait, voilà, ça te mettait mal à l'aise, mais t'as continué, et au final, t'aimes bien ça, en fait. Ah ouais, ouais. T'aimes bien ça, et en fait, on a même parallèle, en fait. Sauf que moi, au lieu de faire les conférences, je fais la radio pirate, tu vois. J'ai commencé par LinkedIn avec l'écrit, tu vois. Après, j'ai fait un podcast audio, mais non, je suis avec YouTube avec des caméras, tu vois. Moi, je sais toujours pas ce que je fous, hein. Mais tu vois, je prends du plaisir maintenant. Ça me fait rire maintenant, en fait. Je prends du plaisir. Et c'est surtout ce que tu as dit tout à l'heure. Mais ça me fait rencontrer trop de gens, en fait, tu vois. Ça, c'est Ça, inestimable. Et ça, tu vois, je l'ai pas calculé, ça, tu vois. Ouais, moi, je suis trop contente de t'avoir rencontré. Bah oui, je pense que sans ça, tu vois, on serait pas rencontrés, tu vois. Si j'étais resté dans mon coin, j'aurais pas pris la parole et toi non plus, tu vois. Donc ça change tout, tu vois. Enfin, tu sais, les gens, ils parlent toujours, ouais, faut occuper la place sur Internet, ça donne des opportunités business et tout. Ok, oui, c'est cool, tu vois. C'est bien de chasser les opportunités et c'est bien de les attirer, tu vois.
Il y a aussi les opportunités humaines, tu vois, que tu rencontres, tu vois. Enfin, et ça, bah, sans prendre la parole sur Internet ou faire des conférences en physique, tu vois. Tu peux pas, tu vois, tu rencontres des gens et c'est génial, tu vois. C'est trop bien. Et il y a plein de manières de faire encore. Ouais, Tu vois, il y a des personnes, t'as l'impression qu'elles sont entre guillemets un peu inconnues sur ouais, Internet ou quoi, ouais. mais qui ont une manière de se connecter aux gens IRL, tu sais, d'aller tout le temps aller boire un coup, aller manger, machin. Mhm. Et en fait, ils ont un réseau de malades. Ouais, Tu vois, en fait, il y a plusieurs manières de faire et ouais, je trouve que c'est top parce que du coup, ça colle à chaque personnalité. Pas ouais. tout le monde a envie de donner des confs et Non. c'est ok, tu vois. Mais tu vois, ça m'a donné des idées, tu vois. Moi, je suis pas encore dans l'idée Ah oui, c'est de quand faire une ta première conférence. conf à toi? Non, mais pour l'instant, je sais pas, tu vois. Pour l'instant, j'ai pas encore choisi l'idée, tu vois. Au départ, je me suis dit, c'était non, et puis non, je dis pourquoi pas. Mais j'ai même une autre idée, tu vois. Enfin, je vais dans ces AG le tour, je peux mettre mon stand. Bah ouais, Mon stand, et ils interviewent les gens, tu vois, trop et bien, trop bonne idée, j'adore. ça peut être pas mal, tu vois. Bah ouais. Enfin, Mais sinon, on t'embarque sur scène, tu nous dis. je sais pas, mais dans tout cas, moi, je suis encore dans le podcast, tu vois. Je me dis, il y a Tu trop de fais ton gens. podcast sur scène. Je sais pas, tu vois. En tout cas, je peux démarrer petit, tu vois. J'ai mon stand et j'interviewe les gens. Je sais pas, je peux faire un micro-trottoir, entre guillemets, ou d'inviter des gens comme toi, tu vois. Là, je suis encore dans ma zone de confort, toi. J'invite que des gens à qui je sens bien et tout. Mais à un moment donné, toi, va falloir commencer à inviter des gens que je connais moins, tu vois. Et c'est ok, tu vois. Mm. Donc, pourquoi pas, ouais, je sais pas. En plus, ça se fait, hein, les podcasts sur scène aussi, hein. Après, même avec sa magie d'Internet, tout peut se faire maintenant. Ah bah là, ça va tellement grandir. Mm. Mais ouais, non, moi j'adore ce que tu fais, franchement, continue. Et si tu peux créer ton propre média, ça sera encore mieux, tu vois. Et inversement, hein, franchement, Ouais. moi je suis ce que tu fais, et je trouve ça trop top. Et en plus, je vois que t'as maintenant, t'as toute une synergie autour de toi. Là, j'ai vu le post pour ton anniversaire et quand on voit Mm. tous les commentaires. Et c'est marrant parce que du coup, moi je vois des gens qui se regroupent, je fais «Ah, c'est son pote aussi et tout, je savais pas, tu vois.» Et c'est trop bien. Enfin, Bah, tu vois, là, ça crée un truc qui est unique. ouais, ouais, ça crée un cercle entre guillemets vertueux, tu vois. Mais tu vois, regarde, j'avais invité Thomas Gibaud. Toi, c'est lui qui est venu me voir, il me dit, ouais, j'aime bien ce que tu fais, mais c'est parce que c'est grâce à Alban, tu vois. Là, ça commence à se connecter avec tout le monde, tu vois. Moi, je m'entends très bien avec Elisabeth Doyle, Bah oui, j'ai fait un bah... épisode, j'ai fait 2 épisodes avec elle. J'ai vu, elle est dans ton podcast, ça m'a trop fait Et rire, c'est tu grâce vois. à toi, hein. Bah, je sais pas si c'est grâce à moi, mais en tout cas, ça me fait trop plaisir, tu vois. C'est Enfin. grâce à toi et à la respiration où j'étais venue, tu sais, tu m'avais fait venir Ah ouais, à avec la Sarah session. Saïdi, Avec ouais. Sarah, ouais. Mm. Bah c'est Non, là, on mais était juste à la même session, hein. moi, je trouve ça génial, tu vois, les gens ils se connectent entre eux. Et comment on mettait Scrum Master? Tu sais, je fais la liaison avec les gens, après les gens ils font leur vie, tu vois, et c'est cool, tu vois. Ils se partagent, mais moi, je trouve ça génial, tu vois. Mais le secret, en fait, c'est quoi? C'est que moi, au départ, je bafouillais, je suis toujours pas au top, tu vois, là, je suis toujours pas à l'aise. Tu vois, là, c'est la première fois qu'on fait avec des fauteuils, je suis toujours avec des chaises, tu vois. Je sais pas si je suis bien assis, Non, en mais vrai, c'est on est pas bien grave, tu confort vois. par contre. Ouais, on est bien confort, mais c'est pas grave, tu vois, je ferai d'autres épisodes et je vais progresser. C'est vrai, c'est juste pas abandonner et de continuer, en fait. Mm. Et j'espère que tu vas continuer les TEDx. Et d'ailleurs, c'est quoi là, les prochains thèmes? T'en as un peu parlé, mais... Ouais, là je travaille sur un nouveau, bah, en plus c'est vraiment récent parce que j'ai eu le mail il y a 2 jours là, Ouais. pour embarquer sur un autre TEDx et c'est un petit peu ce qu'on a évoqué en fait, j'ai envie de... Je vais creuser là, il faut que je fasse toutes tu sais, mes études. Je suis une Ouais. scientifique de base, donc je m'appuie sur des études, etc. Mais j'ai envie de travailler cette notion justement de notre rapport au temps, de cette identité travail et le faire et le être. Tu vois, j'ai envie et de l'authenticité. Après, ça, c'était déjà dans mon premier TEDx, donc je veux quand même pas que ce soit une redite. Mhm. Mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc, mais parce que ça me parle aussi, hein, parce que moi-même, je me pose ces questions. Mais j'ai envie d'aller creuser dedans parce que j'ai l'impression qu'il y a un sujet et qui touche beaucoup de monde. Donc j'ai envie d'aller creuser ce truc de qui on est, comment on gère notre temps, est-ce qu'on passe à côté de notre vie ou pas potentiellement, parce que quand on voit les regrets, tu sais, il y a un livre avec les grands regrets Ouais. des personnes, où il y a quand même cette histoire de soit j'ai pas vu mes enfants grandir, ou j'ai bossé toute ma vie et en fait j'ai pas kiffé à côté. Mm. Il y a quand même beaucoup ce truc-là où j'ai laissé Ouais. des amis partir parce que j'ai pas entretenu les relations. Bah, dans ce temps qui va de plus en plus vite, enfin en tout cas en termes de ressenti, comment on ralentit, comment on se retrouve nous, c'est ça que j'ai envie de creuser, tu vois. Je sais pas encore quelle forme vraiment ça va prendre. Et ça va être aussi dans un format de keynote, fin octobre.
Franchement, te connaissant, je me fais pas trop de soucis. Hein. Ça, c'est d'une obsession. Enfin, t'es un peu comme moi, tu vois. Quand t'as un truc en tête, ça devient une obsession. Et là, c'est sûr, J'ai envie d'aller creuser ça, ouais. Ouais, tu vas aller creuser. Je sais pas encore comment ça va bien se matérialiser, mais voilà, là, t'as le brut, et puis on va voir ce que ça crée vraiment. Mais bon, il y a des coachs derrière, c'est ça qui est génial avec le TEDx. C'est qu'on est coaché, autant... voilà. Ouais. Ouais, t'es coaché sur ton choix de sujet, sur l'écriture, parce que c'est de la coécriture en général en TEDx. Ok, je savais pas. Ouais, c'est vraiment un cadre, c'est ultra cadré. C'est là, pour le coup, si t'aimes la liberté, c'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment pas forcément faire un TEDx. C'est très, très cadré. Et après, t'as vraiment le coaching d'art oratoire, etc., qui est génial, en fait. Ça te sert après de partout. Donc, moi, si j'ai été aussi à l'aise, je pense, sur scène, tu vois, pour des Vox, devant 1000 personnes, c'est parce que la veille, je donnais mon TEDx. Donc j'avais eu tout le truc du coaching, tu vois. Et les gens étaient même étaient étonnés. Et même sur le début où en fait je parlais, j'étais ultra calme, ultra posée. Il y a même des gens pour qui c'était un peu lent au tout début, mais parce que j'étais encore en mode TEDx, tu vois. Donc vraiment tu poses ta voix, tu vois, t'as tout l'art oratoire avec. Et c'est ultra intéressant. Voilà. Moi j'ai vraiment envie d'évoluer sur ce sujet-là aussi pour, tu vois, dans mon rêve de pouvoir vraiment donner des confs, l'art oratoire c'est central, hein. Voilà, j'ai envie de bosser là-dessus, d'évoluer là-dessus, puis on verra. Bah écoute, on verra tout ça. Hein. De toute façon, moi, je te souhaite que le meilleur sur ça. Hein. On voit que tu kiffes et que ça t'anime, tu vois. Enfin, creuse et go. Hein. Ouais, j'y vais. Et puis là, et là, ce qui est marrant, pour clôturer, tu vois, c'est qu'on m'a proposé une keynote de clôture, mais pour parler de l'astrophysique. Ok. Tu vois, du parcours. Ouais, vraiment, pas boulot, quoi. Enfin... Tout est relatif parce que du coup c'était quand même un travail, mais sortir du domaine vraiment de la conférence et d'embarquer les gens dans une histoire, de les faire rêver un peu. Et moi je trouve ça trop cool de pouvoir aussi faire du lien avec ce que je faisais avant, parce que ça a quand même été une passion quand même de mes 13 ans à mes 25-26 ans, où j'étais vraiment dedans. Donc c'est une grosse partie de ma vie. Et je trouve que faire ces liens entre plein de parties de soi, un peu comme un puzzle, c'est joli. Tu vois, je trouve que ça rend les gens plein de couleurs, plein de différences, et c'est trop cool. Bah écoute, je te souhaite que le meilleur. Hein. Et pareil. Là, tu m'as décollé et tout de partout, je te vois, donc ça va être ouf. J'espère qu'on pourra encore te parler à la fin. Mais on fera un 3e épisode, Alban, de toute façon. T'as raison, on va faire une série. On peut faire une série, hein. Tout est ouvert. Hein. Trop bien. Bon, je te remercie, Alban. Si on veut bosser avec toi, discuter avec toi, où est-ce qu'on te retrouve? Un grand merci à toi. On peut me trouver très facilement sur LinkedIn, Alban Fagoveron. Et oui, ouais, voilà, LinkedIn essentiellement. J'ai un petit site internet aussi. Voilà. Et puis les vidéos. Ton podcast aussi, ton podcast. Ouais, j'ai mon podcast. J'ai oublié mon podcast. Ah, c'est terrible. Mais les gens, à chaque fois, je leur fais la passe décisive ils oublient tout. Ouais, on fait que LinkedIn. En fait, je fais rien d'autre. C'est quoi ton podcast? Mon podcast, c'est Pouvoir d'étoiles. Tu vois, je garde ce petit lien avec l'astro. Okay. Donc, Pouvoir d'étoiles, qui est disponible sur l'ensemble des plateformes, qui partage surtout des parcours de femmes et comment les obstacles qu'elles ont pu rencontrer, les éléments qu'elles veulent mettre en avant, et de plein de parcours différents. En fait, pareil, pour un peu faire sauter les croyances limitantes de « Ah bah ça c'est impossible, je peux pas aller là », et se rendre compte qu'en fait, tous et toutes, en fait, on a plein de choses inspirantes. Et c'est trop top. Donc ça, et puis après, les conférences que j'ai déjà pu donner, il y en a plein qui sont sur YouTube. Donc si on met mon nom sur YouTube, voilà, si vous avez envie de voir des choses sur le syndrome de l'imposteur ou sur la semaine de 4 jours, c'est en ligne. Ça marche. Bah écoute, super épisode encore une fois. Merci à toi, je suis trop contente. Et on se retrouvera pour une 3e fois. Avec grand plaisir. Merci à toi, Alban, tout le meilleur pour toi et ciao.